Avant de juger ma vengeance, écoutez bien ce qu'ils ont fait. Ce soir-là, devant toute une salle d'invités, ma belle-mère a humilié mes parents en les traitant de plous. J'ai simplement osé les défendre. Alors mon beau-père s'est levé et m'a brisé une côte d'un coup de pied. Mon mari, lui, n'a pas appelé les secours. Il m'a seulement dit « Tu as encore gâché l'humeur de mes parents. » À cet instant, quelque chose en moi est mort. Et ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais la seule personne capable de faire tomber leur empire milliardaire. Bienvenue, chers auditeurs, à notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire où les limites de la tolérance sont poussées à l'extrême. Une histoire où la résistance refait surface avec une force plus élémentaire que jamais. Le titre de cette histoire. Ma belle-mère a traité mes parents de pecnos. Quand j'ai riposté, mon beau-père m'a brisé une côte. J'ai froidement bloqué les milliards du groupe familial. J'ai appelé mon frère, un homme du milieu, et j'ai balayé tout sur mon passage sans épargner personne. Ce coup dévastateur n'est pas venu de la main de ma belle-mère, Elisabeth, mais de la pointe de la chaussure en cuir précieux et impeccablement cirée de mon beau-père, Jean-Luc. C'est arrivé juste après que j'ai prononcé une phrase pour défendre l'honneur de mes parents, et juste avant que j'entende le son sec et craquant de ma propre côte se briser. La douleur, telle une décharge électrique, a fendu mon flanc, me faisant tomber à genoux sur le sol en marbre froid de la luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine. Cette maison que, naïvement, je considérais comme mon foyer. Mon mari, Antoine, se tenait à côté de moi, mais il n'avait aucune intention de m'aider. Il me regardait avec un air accusateur et m'a lancé une phrase glaciale. « Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne peux pas passer un seul dîner sans gâcher l'humeur de mes parents? Gâcher leur humeur. » Donc, le fait qu'il m'ait brisé une côte n'était pour eux qu'un léger désagrément qui avait ruiné leur soirée. À cet instant, recroquevillé sur le sol, la douleur physique s'est mêlée à l'agonie insupportable et profonde de la trahison. Mais étrangement, je n'ai pas pleuré. Quelque chose était mort en moi. Et quelque chose d'autre, de beaucoup plus froid et impitoyable, commençait à s'éveiller. Je les ai regardés un par un, et je me suis dit « Très bien. Si c'est comme ça que vous voulez jouer, alors nous irons jusqu'au bout. Je vais bloquer chaque centime de cet empire milliardaire. Et j'appellerai mon frère, cet homme dont on n'ose même pas prononcer le nom, mon frère Luc. Je ferai le ménage et ne laisserai personne s'échapper. » Ce soir-là, nous célébrions le 55 anniversaire de ma belle-mère, un événement qu'Élisabeth utilisait toujours pour étaler la richesse et le statut social de la famille. La villa de 3 étages à Neuilly brillait comme un palais. Des lustres en cristal importés d'Italie projetaient une lumière dorée et princière sur le sol en marbre poli comme un miroir. Les invités étaient tous des poids lourds influents du monde des affaires. Leurs épouses portaient des robes de créateurs dont le prix équivalait au salaire annuel de mes parents en Provence. Et moi, Catherine, la belle-fille aînée, directrice financière du groupe familial, j'étais dans la cuisine, vérifiant personnellement chaque plat. J'avais passé une semaine entière à planifier le menu. J'avais personnellement sélectionné le homard de Bretagne, le bœuf de Charolles premium. Tout ça pour que ce dîner soit parfait, pour que ma belle-mère puisse s'en vanter. Je croyais que si j'étais assez bonne, si je supportais assez de choses, si je maintenais l'équilibre avec assez d'habileté, un jour ils m'accepteraient et me reconnaîtraient. Je me trompais. Mes parents avaient fait le voyage depuis la Provence jusqu'à Paris, apportant avec eux des cadeaux simples et campagnards, mais qui portaient tout leur amour. Un grand pot de miel de lavande authentique, un magnifique poulet fermier de Bresse, du saucisson d'Arles fait maison et une bouteille de Calvados artisanal primé. Ils avaient mis leurs plus beaux vêtements du dimanche, mais ils ne pouvaient cacher la rudesse de leurs mains ni la gêne dans leurs regards en entrant dans ce monde luxueux et étranger. Ma mère m'a serré la main et m'a murmuré « Ils sont si riches, ma fille, on ne se sent pas vraiment à notre place ici. » J'ai souri et pris sa main cailleuse et travailleuse. « Sentez-vous comme chez vous, maman. C'est aussi ma maison. » En prononçant ce mensonge, j'ai senti moi-même son goût amer. Antoine, mon mari, a salué mes parents de manière expéditive, pour la forme, avant de retourner rapidement auprès de ses amis. Il n'a même pas pris la peine d'aider mon père à rentrer les paquets. Le dîner se déroulait sur la grande terrasse aérée sur le toit. Une musique douce et agréable flottait dans l'air, les verres en cristal tintaient, des rires faux et superficiels emplissaient l'espace. Mes parents étaient assis à un coin de la longue table, complètement perdus dans ce luxe. Ils n'osaient se servir que dans les plats les plus proches d'eux, mangeant lentement, presque timidement. J'essayais de rester constamment près d'eux. Je versais de l'eau à mon père. Je servais ma mère. Je faisais de mon mieux pour leur faire sentir qu'ils étaient les bienvenus. Mais ma belle-mère, Élisabeth, dans sa robe de velours rouge foncé hors de prix, ne m'a pas laissé en paix.
Elle circulait entre les tables, puis s'est arrêtée juste derrière mes parents. Elle n'a pas pris de chaise, a simplement croisé les bras et a jeté un coup d'œil au cadeau de la campagne que j'avais placé dans un coin. Puis, elle a parlé assez fort pour que tout le monde à la table voisine l'entende. Ah, j'apprends que les beaux-parents sont montés de leur campagne. Je vois que la misère est toujours aussi grande au village, n'est-ce pas? Toutes ces lumières ici sur la colline ne vous font pas mal aux yeux? L'air s'est glacé autour de la table. Mon père, un agriculteur honnête et simple, a juste esquissé un sourire forcé. Oui, chez nous à la campagne, il n'y a pas tout ce flafla, madame. Ma mère a baissé la tête, ses épaules tremblant légèrement. J'étais debout à proximité, et j'ai eu l'impression qu'une main glaciale me serrait le cœur. J'allais m'avancer pour les défendre, mais Élisabeth a continué. Sa voix, cette fois, était pleine d'un mépris non dissimulé. Elle a montré le homard et s'est tournée vers l'une de ses amies assise à côté d'elle. « Regarde, c'est du homard breton. Ça coûte une fortune le kilo. Laissons les beaux-parents y goûter. Au moins ils sauront ce que c'est. À la campagne, ils ne verront jamais ça de leur vie. » Cette phrase a eu l'effet d'une gifle. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. J'essayais encore de me maîtriser, car je ne voulais pas gâcher sa fête. Mais le comble de l'humiliation est arrivé lorsqu'un invité a complimenté son petit chien de race. Le chien, fraîchement toiletté avec un petit nœud autour du cou, reposait sur les genoux d'Élisabeth. Ma belle-mère a caressé la fourrure bouclée du chien, puis a soudainement regardé mes parents. Un sourire cruel jouait au coin de ses lèvres. D'une voix aiguë et tranchante, elle a dit « Ah, notre chien est de pure race. Il mange de la nourriture de luxe, dort dans une chambre climatisée, pas comme ces pecnos de la ferme qui mangent les restes, qui sont sales et aboient sans but dans le noir. » Puis, elle a regardé mes parents droit dans les yeux. Son regard était aussi acéré qu'un couteau. « N'est-ce pas, cher beau-père ?» Toute la table s'est tue. Même la musique semblait s'être arrêtée. Tout le monde avait parfaitement compris à quoi elle faisait allusion. Le visage de mes parents est devenu cendré. Ma mère fixait le sol, ses mains crispées sur la nappe. Mon père serrait ses couverts si fort que ses mains cailleuses tremblaient de rage. Il essayait encore de se contenir. Et c'est là que j'ai su que je ne pouvais plus tolérer cela. Mon silence n'était plus d'or, mais une complicité avec la méchanceté. J'ai posé mon verre d'eau sur la table. Le verre a heurté la surface en granit avec un bruit sec et fort. Je me suis avancé droit vers ma belle-mère et l'ai regardée dans les yeux. Ma voix n'était pas forte, mais j'ai articulé chaque mot lentement et clairement. « Élisabeth, un chien est un chien. Mais en tant qu'être humain, on devrait savoir faire la différence entre une conversation humaine et des aboiements stupides qui blessent les autres. » Ma phrase a eu l'effet d'une bombe dans le silence. Ma belle-mère était pétrifiée, son visage passant du rouge au violet. Elle ne s'attendait pas à ce que moi, la belle fille qui avait toujours tout supporté en silence, j'ose lui répondre devant tant d'invités illustres. Elle a commencé à bafouiller. « Toi, comment oses-tu me parler avec une telle impertinence ?» Mais ce n'est pas elle qui a agi. Jean-Luc, mon beau-père, qui était resté silencieux avec un air autoritaire depuis le début du dîner, s'est soudainement levé d'un bond. Sans dire un mot, il s'est dirigé vers moi à grands pas. Et, avant que je puisse réagir, il m'a asséné un coup de pied d'une force inouïe dans les côtes. La douleur fulgurante et paralysante m'a instantanément jeté au sol. J'ai entendu le cri désespéré de ma mère. Mon père s'est précipité pour m'aider, mais les gardes du corps de la famille lui ont immédiatement barré la route. J'étais là, par terre, à chercher de l'air, avec une sensation de milliers d'éclats de verre plantés dans ma chair. Et au milieu de la douleur, j'ai entendu la voix de mon mari, Antoine. Il n'a pas couru vers moi. Il s'est approché de ses parents. « Papa, maman, calmez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde nous regarde, » les a-t-il suppliés. Puis il s'est tourné vers moi et m'a hurlé « Toi, ferme-la enfin. Tu as gâché l'humeur de mes parents. » J'ai levé les yeux vers lui. J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé, pour qui j'avais fait tant de sacrifices, et à cause de qui j'avais tout avalé pendant 3 ans. J'ai regardé mon beau-père, haletant, avec l'expression triomphante du tyran qui vient de punir un enfant désobéissant. J'ai regardé ma belle-mère, sur les lèvres de qui flottait à nouveau ce sourire méprisant. Et j'ai su alors que cette guerre ne faisait que commencer. Le prix de ce coup de pied, de cette insulte de « péquenot », ne serait pas seulement une côte cassée. Le prix serait cet empire milliardaire dont ils étaient si fiers. L'histoire que vous entendez peut contenir des éléments fictifs dans certains de ses détails, assemblés avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais tout cela ne sert qu'un seul but. Nous ne voulons pas seulement vous divertir, mais transmettre un message puissant sur l'estime de soi, sur la nécessité de fixer des limites et sur la force cachée qui sommeille en chaque femme. Car parfois,
pour trouver la paix, il ne suffit pas de marcher lentement dans le crépuscule, il faut déclencher une tempête pour balayer toutes les ordures qui nous ont trop longtemps caché notre propre soleil. La douleur près de ma côte gauche devenait de plus en plus aiguë. Elle ne se limitait plus à un seul point, mais s'étendait comme une tache d'huile, transformant chaque respiration en un supplice. J'ai essayé de me redresser en m'appuyant sur mes mains, mais ma poitrine s'est contractée. Une toux étouffante est montée de ma gorge, et j'ai senti un goût métallique de sang sur ma langue. La fête était complètement gâchée. Les invités me regardaient, gênés, les yeux baissés, puis ont commencé à partir en prétextant diverses excuses. Ils ne voulaient pas se mêler des sales affaires d'une autre famille, surtout pas lorsque le maître de maison faisait étalage de sa puissance à coups de poing et de talons. Le luxe du dîner semblait maintenant infiniment grotesque. Les plats hors de prix gisaient, intacts, froids et solitaires sous la lumière des lustres en cristal. C'était exactement comme mon mariage, brillant en apparence, mais froid et pourri à l'intérieur depuis longtemps. Mes parents étaient retenus dans un coin par les gardes du corps. Ma mère sanglotait, serrant convulsivement le bras de mon père comme s'il était le seul point fixe au monde. Mon père, l'homme qui n'avait fait que travailler la terre toute sa vie, qui ne connaissait que le travail honnête, voyait maintenant les rides de l'impuissance et de la rage contenue se creuser sur son visage. Ses yeux étaient rouges, fixant Jean-Luc avec une haine silencieuse et ardente. C'était le regard d'un père qui voulait protéger sa fille, mais dont les mains et les pieds étaient liés. En voyant cette scène, la douleur physique a semblé être supplantée par une autre, bien plus profonde. La douleur d'avoir entraîné mes parents dans cette boue humiliante. J'avais autrefois cru qu'en épousant un homme riche, mes parents pourraient être fiers de moi et avoir une vie sans souci. Au lieu de cela, je ne leur avais apporté qu'une honte qu'ils n'avaient jamais eu à subir de toute leur vie. Élisabeth, après les premières secondes de jubilation malveillante, a commencé à réaliser la gravité de la situation. Bien sûr, elle ne s'inquiétait pas pour moi, mais pour la réputation de la famille. Elle s'est approchée rapidement, non pas pour m'aider, mais pour murmurer à l'oreille d'Antoine « Fais partir les beaux-parents vite, et emmène-la dans la chambre. Qu'aucun étranger ne la voie comme ça. » Antoine a semblé alors se réveiller. Il s'est approché de moi. Sans me regarder dans les yeux, il m'a brutalement saisi le bras. « Lève-toi, va dans la chambre. Assez de comédie. » J'ai arraché mon bras de sa poigne. C'était un mouvement petit mais ferme. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux, ma voix était rauque, mais glaciale. « Tu appelles ça de la comédie ?» Antoine a évité mon regard. Il s'est tourné vers mes parents. Sa voix était condescendante, méprisante. « Papa, maman, il y a eu un petit malentendu ce soir. Je vais vous faire accompagner, et puis demain, nous passerons pour en discuter. » Mon père a grondé, d'une voix que je lui avais rarement entendue. « Pas la peine, nous rentrerons par nos propres moyens, mais je dois emmener ma fille à l'hôpital. » C'est alors que Jean-Luc est intervenu. Sa voix était toujours aussi arrogante, comme si le coup de pied de tout à l'heure n'avait été qu'une poussière balayée de son revers de main. Personne ne va nulle part. Les affaires de ma famille, c'est moi qui les gère. Les disputes familiales se règlent à huis clos. Il ne faut pas en faire toute une histoire, cher beau-père. Sur ce, il a fait un signe aux gardes du corps. 2 hommes costauds se sont approchés et ont presque poussé mes parents vers la sortie. Pour qu'ils puissent partir en paix, je me suis écriée et j'ai essayé de me lever, mais la douleur m'a de nouveau clouée au sol. Voyant cela, Antoine a crié au personnel. « Qu'est-ce que vous attendez là? Emmenez madame dans sa chambre !» 2 femmes de chambre terrifiées se sont précipitées et m'ont aidé à me relever. Je n'avais plus la force de résister. Elles m'ont fait traverser le salon, devant les places vides de ceux qui, un peu plus tôt, souriaient et me félicitaient. Maintenant, seule la curiosité et la pitié émanaient du personnel restant. En passant à côté d'Antoine, je me suis arrêtée, me suis penchée vers son oreille, et j'ai chuchoté une phrase que nous seuls pouvions entendre. « Retiens bien ce jour, car c'est le dernier jour où tu auras pu être heureux. » Il a tressailli et m'a regardé. Une lueur de peur a brillé un instant dans ses yeux, mais elle a été rapidement étouffée par sa lâcheté habituelle. On m'a emmenée dans notre chambre et on m'a allongée sur le grand et moelleux lit king size. Mais cette douceur ne suscitait en moi que du dégoût. La femme de chambre m'a apporté un analgésique et un verre d'eau tiède. Je n'ai pas pris le médicament. Je suis restée là, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond orné de stuc. J'ai entendu le bruit du moteur de la voiture de mes parents démarrer, puis s'éloigner lentement dans la nuit. J'ai entendu Élisabeth donner des ordres dans le couloir pour que tout soit rapidement nettoyé, pour faire comme si de rien n'était. J'ai entendu Jean-Luc parler fort au téléphone avec quelqu'un, probablement pour rassurer un important partenaire commercial qui venait de partir en trombe. Et j'ai entendu Antoine. Il était sur le balcon,
en train de consoler sa mère. Ne t'en fais pas, maman. Elle ne sait tout simplement pas se comporter. Demain, je la remettrai à sa place. Remettre sa femme à sa place. Ces quelques mots m'ont transpercé le cœur comme 3 coups de poignard. J'ai fermé les yeux. La douleur physique était toujours là, lancinante, mais dans ma tête, tout s'est éclairci d'une manière que je n'avais jamais connue. J'étais la belle-fille de cette famille depuis 3 ans. J'avais joué trop longtemps le rôle de l'agneau doux et obéissant. J'avais abandonné ma carrière prometteuse pour prendre du recul et devenir la directrice financière du groupe Legrand. Le titre sonnait bien, mais en réalité, je ne servais qu'à légaliser et à mettre de l'ordre dans les finances troubles de la famille. J'avais toléré les piques constantes de ma belle-mère. J'avais fermé les yeux sur la tyrannie de mon beau-père, et j'avais assisté à la faiblesse de mon mari. J'avais fait tout cela parce que je l'aimais, parce que je croyais en ce qu'on appelle la fidélité conjugale. Mais cette nuit, ils avaient eux-mêmes tout réduit en poussière. Ils pensaient que je n'étais qu'une fille de la campagne. Certes, j'avais un diplôme, mais pas de relations, pas de pouvoir, et qu'on pouvait facilement m'écraser. Ils pensaient qu'en m'assurant le luxe et le bien-être, ils avaient le droit de piétiner mon honneur et celui de ma famille. Ils se trompaient. Ils ne savaient pas que derrière mon silence se cachait non pas la résignation, mais une observation vigilante. En tant que directrice financière, j'avais entre les mains toutes les données, tous les mouvements de fonds, y compris les secrets les plus sales du groupe Legrand. Ils ne savaient pas que mon frère, Luc, n'était pas un simple entrepreneur en bâtiment, comme je le leur avais dit. Ils savaient qu'il avait de l'argent, mais pas par quels moyens il s'était enrichi, ni de quoi il était capable pour protéger sa seule et unique sœur. Lentement, j'ai ouvert les yeux et j'ai pris mon téléphone dans mon sac, qui avait été posé sur la table de chevet. Mes doigts ont glissé sur l'écran. J'ai lancé une application d'enregistrement vocal caché. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, j'ai posé le téléphone à côté de mon oreiller, le microphone orienté vers la porte. Puis j'ai serré les dents et, rassemblant toutes mes forces, j'ai gémi bruyamment de douleur. Mon gémissement était assez fort pour être entendu de l'extérieur. Comme je le soupçonnais, quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Antoine est entré. Son visage était toujours tendu et en colère. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu ne peux pas rester tranquille ?» Je l'ai regardé. Mes larmes ont commencé à couler, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. « J'ai très mal, Antoine. J'ai du mal à respirer. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. » J'ai essayé de rendre ma voix aussi pitoyable et faible que possible. Antoine a froncé les sourcils. Une hésitation a traversé son regard pendant un instant, mais il a ensuite jeté un coup d'œil à l'extérieur, où les ombres de ses parents se projetaient sur le mur. Il a pris une profonde inspiration et a prononcé une phrase dont je savais pertinemment qu'elle serait la preuve la plus irréfutable contre lui plus tard. « Quel hôpital ? Pour un petit coup de pied que tu as reçu de mon père ? Tu ne vas pas en mourir. Arrête de faire ta comédie. Reste tranquille. Allonge-toi. On verra ça demain matin. Ne nous fais pas encore plus honte devant la famille. » Sur ce, il a claqué la porte. Le déclic de la serrure a résonné froidement. Il m'avait enfermé. J'étais allongée sur le lit. Les larmes coulaient toujours sur mon visage, mais un sourire est apparu sur mes lèvres. Un sourire froid, glacial, calculateur. Le téléphone continuait d'enregistrer. Notre conversation était intacte. « Très bien, Antoine. Merci de m'avoir donné la dernière raison de ne plus avoir à te faire de quartier. » J'ai arrêté l'enregistrement, j'ai sauvegardé le fichier sous un nom anodin, puis j'ai ouvert mon répertoire et j'ai cherché un numéro que je n'avais pas appelé depuis très longtemps. Un numéro à côté duquel il était simplement écrit « Luc, mon frère ». Mais je ne l'ai pas encore appelé. Je savais que le moment n'était pas encore venu. L'animal blessé n'attaque pas immédiatement. Il reste silencieux, lèche ses blessures et attend. Il attend le moment parfait pour porter le coup fatal. Et cette nuit-là, cet animal, c'était moi. Quelle tristesse de penser que dans de nombreuses familles, l'inégalité et la maltraitance sont dissimulées sous le manteau des « affaires de famille ». Les gens ont tendance à croire que si quelqu'un est un membre de leur famille, il a le droit de faire des erreurs, et l'autre a le devoir de pardonner. Mais ils oublient que la famille devrait être l'endroit le plus sûr, et non un environnement où infliger de la douleur est légitimé. Le silence des victimes ne vient souvent pas de la faiblesse, mais du fait qu'elles sont bâillonnées par les préjugés et l'amour aveugle. Cette nuit a semblé durer un siècle. Chaque mouvement faisait jaillir la douleur, me rappelant la cruelle réalité. Je ne pouvais pas dormir. Je restais juste allongée à écouter les bruits de la villa. Les battements lourds de l'horloge grand-père dans le salon, les pas du personnel de nettoyage,
le grondement de la plomberie de la salle de bain dans la chambre de Jean-Luc et Élisabeth. Tout suivait son cours habituel, comme si le fait que le maître de maison ait, de sa propre main, ou plutôt de son propre pied, brisé un os de sa belle-fille n'était qu'un détail négligeable. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Antoine est entré à pas de loup. Une forte odeur d'alcool émanait de lui. Il était allé boire avec ses amis pour évacuer la tension après avoir joué son rôle de bon fils. Il ne s'est même pas approché du lit pour voir comment j'allais. Il s'est déshabillé en silence, est allé dans la salle de bain, puis s'est couché de l'autre côté du lit, me tournant le dos, et s'est endormi. Son ronflement régulier a rempli la chambre silencieuse. Chaque son frappait ce qui me restait de patience comme un coup de marteau. Je suis restée immobile. Mais dans ma tête, un plan détaillé commençait à prendre forme. J'étais la directrice financière. Mon travail consistait à analyser les risques et à élaborer des stratégies. Et maintenant, j'allais utiliser précisément ces compétences dans la guerre la plus importante de ma vie. Première étape. Collecte de preuves. Deuxième étape. Évaluation des actifs et des ressources de l'ennemi. Troisième étape. Identification du point faible. Quatrième étape. Élaboration du plan d'attaque. Et la dernière étape, la plus cruciale, assurer une victoire totale et absolue, de manière à ce que l'ennemi n'ait aucune chance de riposter. Le lendemain matin, j'ai essayé de m'asseoir. La douleur m'a fait perler de sueur froide, mais j'ai serré les dents. Antoine était parti tôt au travail, probablement pour ne pas avoir à me regarder en face. J'ai enfilé une robe ample qui pouvait cacher les ecchymoses qui devaient être apparues entre-temps. Je me suis maquillée légèrement pour dissimuler la fatigue et les cernes sous mes yeux. Je devais avoir l'air parfaitement normal et calme pour n'éveiller aucun soupçon. Je suis descendue au rez-de-chaussée. Élisabeth était assise à la table de la salle à manger, buvant son thé et feuilletant un magazine de mode. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a lancé d'un ton flegmatique. « Tu es réveillée ? Je croyais que tu étais complètement clouée au lit. Allez, mange quelque chose et va travailler. Ne néglige pas les affaires de l'entreprise à cause de ce petit accident. Il y a beaucoup de travail en cette fin d'année. » Je n'ai rien dit. Je me suis juste assise en silence à la table. La femme de chambre a posé devant moi une assiette avec une simple tartine beurrée. J'ai regardé mon maigre petit déjeuner, puis le menu riche et soigneusement composé d'Élisabeth, et j'ai esquissé un léger sourire. J'ai mangé la tartine. Non pas parce qu'elle était bonne, mais parce que j'avais besoin de force. Après le petit déjeuner, j'ai dit à Élisabeth « Maman, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je vais passer chez le médecin. » Elle a froncé les sourcils. Encore ce mélodrame. Pour une petite bousculade, tu fais comme si tu étais mourante. Vas-y, mais dépêche-toi, et après va directement au bureau. J'ai hoché la tête. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas allée au bureau. J'ai appelé un taxi et je me suis rendue directement dans une clinique privée du 16e arrondissement, un endroit où je savais pertinemment que la famille de Jean-Luc n'avait aucune relation. Je suis allée aux urgences et j'ai menti au médecin, disant que j'étais tombée dans les escaliers. Le vieux médecin, après m'avoir examinée, m'a regardée avec méfiance. Tombée dans les escaliers ? Et vous n'êtes blessée que d'un côté, au niveau des côtes ? Madame, cette blessure ressemble beaucoup plus à un impact physique concentré et puissant, un coup violent. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à jouer le rôle de l'épouse pitoyable. En sanglotant, je lui ai raconté que je m'étais disputée avec mon mari et qu'il m'avait accidentellement poussée. Je ne veux pas de scandale. Parce que j'aime mon mari, j'aime ma famille. Le vieux médecin a soupiré, les yeux remplis de pitié. Ma fille, la violence domestique n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. Si vous ne vous exprimez pas aujourd'hui, la prochaine fois sera encore pire. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais, docteur, mais je veux juste savoir si ce n'est pas trop grave. S'il vous plaît, n'écrivez pas sur le rapport que j'ai été frappée. J'ai très peur. Le médecin m'a regardé en silence pendant un moment, puis a acquiescé. D'accord. J'écrirai traumatisme causé par un fort impact physique. Mais je vous en supplie, réfléchissez à votre situation. Il m'a envoyé passer une radio et une échographie. Le résultat était exactement ce que je soupçonnais. La radio montrait clairement que ma 7e côte, du côté gauche, était fracturée. Il y avait aussi une contusion interne et un hématome. Les médecins m'ont conseillé de rester en observation, mais j'ai refusé. J'ai dit que je devais rentrer chez moi, auprès de ma famille. J'ai promis de prendre mes médicaments et de me reposer. Avant de partir, j'ai demandé à la clinique un dossier médical complet, scellé et signé par le médecin-chef. Je tenais l'épaisse enveloppe dans ma main. Elle était lourde.
Ce n'était pas seulement la preuve de ma douleur physique, mais aussi le document irréfutable de la cruauté des Jean-Luc et de la lâcheté de mon mari. J'ai soigneusement caché les papiers dans le compartiment secret de mon sac. En sortant de la clinique, je ne suis pas rentrée directement. Je me suis assise dans un café tranquille, j'ai commandé un thé au gingembre chaud et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais toujours pas appelé Luc. Je savais que si mon frère apprenait ce qui s'était passé, il serait incapable de se contenir. Il enverrait immédiatement ses hommes sur la famille. Et cela gâcherait tout. Je voulais mener cette guerre moi-même. Je n'avais pas besoin de violence brute. J'avais une arme bien plus tranchante et dévastatrice. Les chiffres. En tant que directrice financière, j'avais un accès complet à tout le système comptable du groupe Legrand. Je me suis connectée à distance au serveur. Des graphiques, des tableaux et des milliers de petits chiffres sont apparus à l'écran. Pour un profane, ce n'était qu'un chaos indéchiffrable. Pour moi, c'était une carte au trésor. Sauf que ce trésor était rempli de fraudes comptables, d'évasion fiscale et de sombres mouvements de fonds. Au cours des 3 dernières années, par respect et pour la paix familiale, j'avais souvent fermé les yeux sur les demandes déraisonnables et illégales de Jean-Luc. Cette dépense, ma petite, tu la passes en frais de représentation. Sur ce projet, essaye de gonfler un peu les coûts des matériaux. Cette facture, arrange-toi pour qu'elle ait l'air officielle. Je faisais cela parce que je pensais que c'était ainsi que fonctionnait le monde des affaires. Mais maintenant, ces astuces commerciales quotidiennes étaient devenues des munitions que je pouvais charger dans ma propre arme. J'ai commencé à examiner rétrospectivement chaque transaction des 3 dernières années. Je ne cherchais pas de petites erreurs, mais quelque chose de beaucoup plus grand, la blessure mortelle. J'étais convaincu qu'un groupe d'entreprises à la croissance aussi agressive et ostentatoire que Legrand devait avoir une caisse noire, un fonds extra-comptable pour graisser les pattes et régler les affaires louches. C'était un travail méticuleux, exigeant une patience infinie. J'ai comparé des factures, des contrats, des ordres de virement. J'ai suivi le chemin de l'argent qui circulait à travers des filiales et des sociétés écrans. Le temps passait, le thé au gingembre avait complètement refroidi sur la table. Et puis, finalement, je l'ai trouvé. Un compte bancaire au nom d'une société fantôme appelée Conseil Alpine Sarl. Des dizaines de millions d'euros des projets de Legrand étaient transférés chaque mois sur ce compte, sous le libellé Conseil stratégique. De ce compte, l'argent était ensuite retiré en espèces ou viré à des particuliers qui n'avaient absolument rien à voir avec les activités commerciales de l'entreprise. J'ai suivi l'une des transactions les plus récentes et les plus importantes. 500 000 euros partis en un seul virement. Le bénéficiaire, un haut fonctionnaire à la retraite du ministère de la Construction. J'ai souri. Je l'avais. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce n'était plus de la simple fraude fiscale. C'était de la corruption pure et simple. J'ai sauvegardé toutes les preuves. Les tableaux Excel, les copies scannées des contrats falsifiés, les relevés de virements bancaires. J'ai crypté les dossiers et les ai téléchargés sur un service de stockage en nuage sécurisé, puis j'en ai fait une copie sur une clé USB que je portais toujours sur moi. Quand j'ai terminé, il était déjà tard dans l'après-midi. J'ai éteint mon ordinateur, payé mon thé et suis sorti du café. La douleur me rongeait encore, mais une étrange et glaciale tranquillité régnait dans mon âme. Ils m'avaient réglé mon compte d'un coup de pied. Je riposterais avec un coup qui mettrait tout leur empire en ruine. Mais avant le coup final, j'avais encore besoin de quelque chose. Une assurance. Pour que, lorsque j'abattrais mes cartes, personne, absolument personne, ne puisse les sauver. Et je savais que cette assurance, seul mon frère pouvait me la donner. Mais je ne lui avais pas encore parlé. L'atout maître, il faut le garder pour la toute fin. Ce soir, je retournerai dans cette villa. Je continuerai à jouer le rôle de la bonne épouse et je les laisserai se délecter de leur victoire temporaire. Ils ne sauront jamais que la véritable tempête ne fait que se former. Quand je suis rentrée à la maison, la villa était aussi majestueuse que si rien ne s'était passé. De la cuisine émanaient des odeurs alléchantes. Élisabeth était assise dans le salon et regardait la télévision. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a demandé en parlant en l'air. « Où étais-tu jusqu'à maintenant ?»« Hôpital et radio. Je t'avais dit que tu n'allais pas en mourir. Pourquoi tout ce cinéma ?» Je n'ai pas répondu, j'ai simplement salué d'un petit hochement de tête et je suis montée directement dans ma chambre. Je devais avoir l'air fatigué et brisé pour endormir leur méfiance. Antoine était déjà à la maison. Il était assis sur le lit et tapotait sur son téléphone. Quand je suis entrée, il a posé l'appareil, s'est levé et s'est dirigé vers moi. Il a voulu tendre la main pour me toucher l'épaule. « Tu vas mieux ?» a-t-il demandé. Il y avait une pointe de regret dans sa voix, mais je savais que ce n'était pas sincère.
C'était juste le malaise d'un homme qui voit que sa femme n'est plus aussi obéissante qu'avant. J'ai reculé d'un pas, évitant son contact. Je n'ai rien, ai-je dit d'une voix totalement impassible. Je suis désolée. Hier, papa a réagi un peu vivement, mais ne le prend pas à cœur. Il a dit cela comme si tout n'était que le résultat du tempérament sanguin de son père, et non une agression physique brutale, et comme si son silence complice n'avait jamais existé. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux. Il a réagi vivement. Et à cause de sa réaction vive, c'est normal de casser la côte de quelqu'un? Antoine était décontenancé. Cassé? De quoi tu parles? Papa t'a juste un peu poussé. J'ai souri amèrement. C'est ça. Alors mes os doivent être trop fragiles. Je ne lui ai pas montré le rapport médical. Le moment n'était pas encore venu. Je voulais les laisser se bercer de l'illusion qu'ils contrôlaient tout. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était pâle, mais mes yeux brillaient d'une étrange lueur vive. « Tiens bon, Catherine, » me suis-je dit. « Tu ne te bats plus seulement pour toi, mais aussi pour l'honneur de tes parents. » Les jours suivants, j'ai vécu dans ma propre maison comme un fantôme. J'allais au travail à l'heure, je rentrais à l'heure. Je continuais à préparer le dîner, à tenir mes affaires en ordre. Je ne répondais pas à Elisabeth, et je n'étais pas ostensiblement distante avec Antoine. J'observais en silence et je rassemblais d'autres informations. Chaque nuit, quand la maison devenait silencieuse, j'ouvrais mon ordinateur portable et je continuais mon travail. Je ne cherchais plus seulement la caisse noire. J'ai commencé à dessiner une carte détaillée du réseau de relations de Jean-Luc. Qui recevait des pots de vin? Quel projet avait-il remporté grâce à ses versements? Quelles sociétés offshore utilisait-il pour le blanchiment d'argent? Plus je creusais, plus j'étais horrifiée par la cruauté sophistiquée des méthodes commerciales de mon beau-père. Il n'était pas un simple homme d'affaires prospère. C'était un gangster rusé et sans scrupules, qui écrasait tout et tout le monde pour atteindre ses objectifs. Et au cours de mes recherches, je suis tombée sur quelque chose d'encore plus terrible. Un énorme projet de développement immobilier de luxe sur la Côte d'Azur. Le projet était présenté comme un paradis vert et écologique, mais les documents montraient tout autre chose. Ils avaient artificiellement gonflé les coûts de démolition et d'indemnisation, remblayé et détruit illégalement une zone de roselière protégée et rejetaient les eaux usées directement dans la mer sans filtration. Si cela venait à se savoir, ce ne serait pas seulement un scandale financier, ce serait une catastrophe écologique et sociale. L'ensemble du groupe Legrand s'effondrerait instantanément comme un château de cartes. Je l'avais. Ce n'était même plus un simple point faible, c'était une bombe atomique. J'ai soigneusement sauvegardé ces fichiers aussi. Je savais que j'avais entre les mains une arme dont la puissance destructrice était inimaginable. Mais je savais aussi comment l'utiliser pour causer un maximum de dommages aux responsables, tout en épargnant les innocents. C'était tout ce qui comptait. Je ne voulais pas devenir une force destructrice qui brûle tout sur son passage. Je voulais juste la justice. Une semaine après la fête d'anniversaire, un dimanche matin, alors que toute la famille était à table, Elisabeth a soudainement pris la parole. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la mort de grand-père. Cette année, j'aimerais que nous organisions une plus grande commémoration, avec un grand déjeuner, et que nous invitions la famille élargie. Elle m'a regardée. Catherine, occupe-toi du menu et de l'organisation. Et veille à ce que tout soit parfait. Tu ne peux pas nous faire honte devant les parents. J'ai hoché la tête. Oui, bien sûr. Mais au fond de moi, les contours d'un tout nouveau plan commençaient à se dessiner. La commémoration de grand-père. Toute la famille. C'était la scène la plus parfaite pour mon premier acte. Je me suis mise à l'organisation. Je suis allée au marché. J'ai choisi les ingrédients les plus frais et les meilleurs. J'ai personnellement composé le menu, avec uniquement des plats traditionnels que la famille de mon mari aimait. Je me suis montrée si incroyablement enthousiaste et dévouée que même Elisabeth en a été surprise. Elle a même chuchoté à Antoine. On dirait que cette Catherine commence enfin à retrouver la raison. Antoine m'a regardée, scrutant mon regard, mais il a ensuite hoché la tête avec satisfaction. Ils croyaient tous que je m'étais résignée à mon sort et que j'étais redevenue la petite fille obéissante que j'étais avant. Le jour du déjeuner commémoratif est arrivé. Les parents étaient venus des 4 coins du pays. La villa était de nouveau remplie de bruit et de rire. Les plats somptueux étaient servis. Tout le monde mangeait de bon cœur, buvait, racontait des histoires. Jean-Luc était assis en bout de table, son visage rayonnant de supériorité. Elisabeth paradait, se vantant de sa maison. Antoine remplissait assidûment les verres de vin des oncles. Et moi, je m'affairais silencieusement et diligemment entre la cuisine et la salle à manger, apportant de temps en temps un nouveau plat. J'attendais.
J'attendais le moment parfait. Lorsque le déjeuner touchait à sa fin et que les gens sirotaient leur deuxième verre de vin, j'ai apporté un immense plateau de fruits frais dans le salon. Je l'ai posé au milieu de la table. Puis j'ai pris la parole. Juste assez fort pour que tout le monde entende. Chers parents, oncles, tantes, aujourd'hui nous nous souvenons de grand-père. En tant que leur belle-fille, j'ai préparé un petit cadeau pour mes beaux-parents, avec lequel je voudrais exprimer mon profond respect. Tout le monde s'est tourné vers moi avec curiosité. Le sourire d'Élisabeth allait d'une oreille à l'autre. Oh, ma belle-fille est si attentionnée et respectueuse. Jean-Luc a également hoché la tête, satisfait. J'ai souri et j'ai sorti quelque chose de ma poche. Pas un bijou ou une montre de luxe, mais une enveloppe blanche officielle. Je l'ai ouverte lentement. À la place de l'argent, il y avait une feuille de papier pliée. J'ai levé la feuille et j'ai commencé à lire, clairement et distinctement. Ceci est un compte-rendu de radiographie et un diagnostic de la clinique privée du 16e arrondissement. La patiente souffre d'une fracture de la 7e côte gauche. Les tissus mous environnants sont gravement contusionnés. Un hématome s'est formé. La cause, un fort impact physique concentré. Concrètement, un coup de pied, survenu le jour de l'anniversaire d'Élisabeth. Un silence de mort s'est soudain abattu sur le salon. On aurait pu entendre une mouche voler. Les rires ont cessé instantanément. Tous les regards se sont tournés vers moi, puis ont lentement migré vers les visages pâles comme du papier de Jean-Luc et Élisabeth. Élisabeth a commencé à bégayer. Tu mens, tu as tout inventé. Jean-Luc s'est levé d'un bond, les yeux injectés de sang. Ses mains se sont serrées en poing, comme s'il allait me sauter dessus à nouveau. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je savais que ma pièce ne faisait que commencer. L'histoire que vous entendez a été retravaillée avec l'aide de l'intelligence artificielle, écrite en suivant certaines arches narratives. Bien qu'elle ait été créée à des fins de divertissement, nous espérons que chacun trouvera entre les lignes un message qui donne à réfléchir sur le pouvoir de la vérité. Le silence dans le salon était si étouffant qu'on aurait dit que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Les parents, qui riaient bruyamment un instant auparavant, nous fixaient maintenant, abasourdis. Leurs regards allaient et venaient entre moi, le rapport que je tenais à la main, et les visages blêmes de Jean-Luc et Élisabeth. C'était une sensation étrange d'être ainsi au centre de l'attention. Ce n'était pas de la fierté, mais la froide et dure morsure du pouvoir. Le pouvoir de la vérité, lorsqu'elle éclate enfin au grand jour. J'ai inventé? Et je répétais les mots d'Élisabeth. Ma voix était toujours étonnamment calme. J'ai brandi haut le rapport médical, sur lequel on voyait clairement le cachet rouge de la clinique privée. Maman, ce rapport porte le sceau officiel de la clinique et la signature du médecin-chef. Penses-tu vraiment que je pourrais inventer quelque chose comme ça? Je ne l'ai plus regardé. Je me suis tournée vers les parents. J'ai volontairement mis un léger sanglot dans ma voix, tout en gardant un contrôle parfait sur mes émotions. Chers oncles et tantes, je sais qu'aujourd'hui nous nous souvenons de grand-père, et je ne devrais pas faire de scandale, mais j'ai supporté trop de choses. Je voudrais juste poser une seule question. Est-il normal qu'une belle fille, pour une seule phrase prononcée pour défendre ses propres parents de la campagne contre l'humiliation, se fasse briser une côte? Ma question a frappé comme une pierre à la surface d'une eau calme. Certains ont commencé à chuchoter. Une grand-tante, qui de toute façon n'appréciait pas Élisabeth, a été la première à parler. Mon Dieu, Catherine. C'est vraiment vrai? Comment peut-on être aussi cruel avec sa propre belle-fille? Un autre oncle, l'un des membres les plus âgés et les plus respectés de la famille, a regardé Jean-Luc d'un ton sévère. Jean-Luc, que se passe-t-il ici? Donne-nous une explication immédiatement. Jean-Luc avait alors retrouvé son sang-froid. Le choc initial avait laissé place à une rage furieuse. Il a frappé la table d'un coup puissant. La vaisselle a tinté, tout le monde a sursauté. Les affaires internes de ma famille ne regardent personne. Elle est ma belle-fille, elle vit dans ma maison. Selon mes règles, si je dois l'éduquer, je l'éduque. Il m'a pointé du doigt. Et toi, tu n'es qu'une garce mal élevée. Tu étales le linge sale de la famille devant les parents. Tu veux ruiner la réputation de la famille, c'est ça? Je n'avais pas peur. Je m'attendais exactement à cette réaction. J'ai répondu, ma voix ne tremblant pas. Beau-père, je n'étale pas le linge sale. Je dis seulement la vérité. Et je pense que battre sa belle-fille apporte bien plus de honte à la famille que d'en parler ouvertement. Puis j'ai regardé Antoine. Il se tenait dans un coin, livide, les pieds comme enracinés dans le sol. Antoine, tu es mon mari. Cette nuit-là, de ta propre bouche, tu m'as dit « Pour un petit coup de pied que tu as reçu de mon père, tu ne vas pas en mourir. As-tu assez de colonne vertébrale pour le répéter ici, devant tout le monde ?» Antoine a tressailli comme s'il avait reçu un choc électrique. Il a bégayé
Mais aucun mot cohérent n'a quitté sa bouche. Il n'osait pas me regarder, ni ses parents. Sa lâcheté s'étalait maintenant sous sa forme la plus nue devant tout le monde. Il fixait juste le sol, essayant de disparaître. Son silence était l'aveu le plus éloquent. Voyant que son fils était incapable de la défendre, Élisabeth a utilisé son arme habituelle, les larmes et le drame. Elle s'est effondrée sur une chaise, a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter bruyamment. Oh, mon Dieu, quelle malédiction! Quel péché ai-je commis pour avoir réchauffé un tel serpent en mon sein? Elle veut détruire la famille, mettre la main sur notre fortune. Vous voyez comme elle joue bien la comédie. Si j'avais été l'ancienne Catherine, j'aurais être été déstabilisée par cette mise en scène. Mais mon moi actuel était préparé à cela aussi. J'ai sorti un autre téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. L'enregistrement vocal de cette nuit-là. La voix d'Antoine a retenti, claire et nette, dans le salon glacial. Quel hôpital! Pour un petit coup de pied que tu as reçu de mon père. Tu ne vas pas en mourir. Arrête de faire ta comédie. Reste tranquille, allonge-toi, on verra ça demain matin. Ne nous fais pas encore plus honte devant la famille. L'enregistrement s'est terminé. Le silence est de nouveau tombé sur la pièce. Mais ce silence était maintenant plus lourd et plus étouffant que jamais. Les larmes d'Élisabeth se sont taries d'un coup. Elle me regardait, hébétée, incrédule. Antoine, lui, a relevé la tête. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de panique et de terreur. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai enregistré notre conversation. Le grand-oncle le plus âgé, le chef honoraire de la famille, s'est levé lentement. S'appuyant sur sa canne, il s'est avancé devant Jean-Luc. Sa voix était profonde et implacable. « Jean-Luc, as-tu encore du respect pour moi, le plus ancien de tes parents ?» Jean-Luc a baissé la tête et a marmonné doucement. « Oui, mon oncle. » Le vieil homme a jeté sa canne au sol. « Si oui, alors réponds-moi. Est-ce que ce que dit la petite est vrai ?» Jean-Luc est resté silencieux. Son silence disait tout. L'oncle a soupiré, puis s'est tourné vers moi. Il y avait de la pitié dans son regard, mais aussi un respect sincère. « Catherine, ma fille, notre famille a commis un péché impardonnable envers toi. Au nom de la parenté, je te demande pardon. » Puis il s'est tourné vers les autres. « Nous n'interviendrons plus dans les affaires de Jean-Luc et des siens, mais la vérité est claire. Celui qui commet un péché doit en supporter les conséquences. Aujourd'hui, nous nous souvenons de grand-père. Je ne veux pas de scandale supplémentaire ici, que tout le monde rentre chez soi. » Les parents se sont levés les uns après les autres. Ils sont passés devant Jean-Luc et Élisabeth sans leur adresser un seul mot. Le mépris et la désillusion se lisaient dans leurs regards. Le somptueux déjeuner commémoratif qu'Élisabeth avait si soigneusement préparé s'est terminé en un fiasco total et en une honte. Quand nous ne sommes restés plus que 4 dans l'immense maison, la tension était presque palpable. Jean-Luc me regardait avec une telle haine qu'il semblait vouloir me dévorer vivante. Élisabeth était assise, recroquevillée sur le canapé, toute son arrogance passée en volée. Et Antoine se tenait là comme une marionnette vide et sans âme. Je savais que ce n'était que le début. Il n'allait pas en rester là. Il se vengerait. Mais ça ne m'importait pas. Je les ai regardés, puis je suis montée en silence dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Quand Antoine a vu ça, il a couru après moi et s'est mis en travers de la porte. « Où vas-tu » Je l'ai regardé, ma voix glaciale. « Je ne reste pas une minute de plus dans une maison où ma vie est en danger. S'il te plaît, ne pars pas. » Il a saisi mon bras. « Je t'en supplie, on peut en parler. » J'ai secoué sa main. « Nous n'avons rien à nous dire. À partir de maintenant, nous communiquerons uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. » Je tirai ma valise vers la porte. D'en bas, Jean-Luc a hurlé. « Si tu franchis cette porte maintenant, tu n'emporteras pas un seul putain de centime avec toi. Tu as compris ?» Je me suis arrêtée. Je me suis retournée vers lui et j'ai souri. Un sourire qui allait certainement le hanter pendant un bon moment. « Ne vous inquiétez pas, beau-père. Je n'ai pas besoin d'un seul centime de cette maison. Mais ce qui est à moi, et ce que l'entreprise me doit, je le récupérerai jusqu'au dernier centime. » Sur ce, j'ai franchi la porte, et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Je savais qu'une guerre cruelle et sanglante m'attendait. Mais je savais aussi que je n'étais pas seule. Dans mon téléphone, il y avait ce nom, et le moment était venu de l'appeler enfin. Parfois, pour trouver notre véritable force, nous devons être poussés au pied du mur. Nous devons affronter la réalité la plus cruelle. La tolérance ne signifie pas la faiblesse, et le silence ne signifie pas le consentement. Il se peut que ce ne soit qu'un calme avant la tempête, qui accumule de l'énergie pour ensuite balayer toute injustice.
Le taxi m'emportait dans la nuit parisienne sombre, laissant derrière moi les lumières froides du quartier cossu de Neuilly. J'ai regardé par la fenêtre, l'imposant bâtiment devenant de plus en plus petit, puis disparaissant derrière un virage. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas ressenti de soulagement. Dans mon âme, il n'y avait qu'un immense vide béant. Un cœur brisé en morceaux. J'ai demandé au chauffeur de me conduire à un hôtel du centre-ville. J'avais besoin d'un endroit sûr et neutre où je pourrais tranquillement réorganiser mes forces. En entrant dans la chambre d'hôtel, j'ai fermé la porte à clé, tiré les rideaux occultants et me suis effondré sur le lit. La douleur lancinante dans ma côte s'est réveillée. Les dents serrées, j'ai sorti des vêtements propres de ma valise, et je suis allée sous la douche. L'eau chaude a coulé sur mon corps, mais elle ne pouvait pas laver la saleté et l'humiliation dont il m'avait couverte. Je me suis regardée dans le miroir embué. Une femme inconnue me regardait en retour. Son visage était pâle, avec des cernes sombres sous les yeux, mais sur ses lèvres flottait un sourire fatigué mais déterminé. Au cours des 3 dernières années, je m'étais perdue dans le rôle de la belle-fille de l'élite. J'avais essayé de me mouler dans la forme qu'ils attendaient de moi, et en retour, je n'avais reçu que mépris et brutalité. Après la douche, je me sentais plus fraîche. Je me suis assise au bureau, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fixé le nom de mon frère Luc sur l'écran. Mon doigt flottait au-dessus du bouton d'appel. J'ai hésité. Je savais qu'un seul appel suffirait pour que mon frère rase la famille de Jean-Luc de la surface de la Terre. Mais c'est précisément pour cela que j'hésitais. Luc était impulsif, déterminé, et agissait souvent instinctivement, par la violence. Je craignais que s'il intervenait trop tôt, la situation ne dégénère en une simple guerre de mafieux, et je perdrais mon avantage stratégique. Je voulais jouer cette partie sur le terrain du droit et de l'économie, là où je connaissais le mieux les règles. Finalement, j'ai décidé de ne pas l'appeler. À la place, je lui ai écrit un long message. J'ai tout décrit: le dîner d'anniversaire, les paroles d'Elisabeth, le coup de pied de Jean-Luc, la révélation devant les parents et le fait que j'avais quitté la maison. J'ai joint une photo du rapport médical. À la fin, j'ai simplement écrit: Luc, je vais bien, je suis en sécurité. J'ai besoin de temps pour régler ça moi-même. S'il te plaît, ne fais rien de précipité. Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Fais-moi confiance. En envoyant le message, j'ai presque retenu ma respiration. 1 minute plus tard, le téléphone a commencé à vibrer. C'était Luc. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché. Où es-tu? Sa voix était profonde et glaçante, aussi froide que le calme avant la tempête. Je savais qu'il luttait avec une force surhumaine pour contenir sa colère. Je suis dans un hôtel, en sécurité, et j'essayais de parler le plus calmement possible. « Quel est le salaud qui t'a frappé ?» a-t-il sifflé, ignorant ma tentative de le calmer. Son père. Un silence de mort de plusieurs secondes a suivi à l'autre bout du fil. Je pouvais presque voir le visage de mon frère, les veines de ses yeux devenant rouges, sa main se serrant en un poing. Puis, doucement, sifflant entre ses dents, il a dit: « Bien. Toute la famille va payer pour ça. Envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. »« Non, Luc, s'il te plaît, » l'ai-je interrompu, désespéré. « Ne viens pas ici. S'il te plaît, crois-moi. J'ai un plan. Si tu débarques maintenant, tu ne feras que leur donner un prétexte pour dire que j'ai comploté avec un criminel pour les dépouiller de leur fortune. Tu dois me faire confiance. Je veux mener ça à bien moi-même. Je veux leur reprendre ce qui me revient. » Encore le silence. Je savais qu'il se débattait avec lui-même. Il m'aimait, il voulait me protéger, mais il respectait aussi mon indépendance. Finalement, avec un profond soupir, il a cédé. « D'accord, je ne ferai rien tant que tu ne me le permettras pas. Mais tu dois me promettre une chose. »« Quoi ? » ?»« Ta sécurité est la chose la plus importante. Si quoi que ce soit t'arrive, tu m'appelles immédiatement. Et deuxièmement, tout ce dont tu as besoin, argent, avocat, relations, n'importe quoi, il suffit de le demander. »« Je sais, Luc. Merci. » Quand j'ai raccroché, un poids énorme est tombé de mes épaules. Avoir un tel frère était à la fois un filet de sécurité et une pression immense. Je savais que je devais agir rapidement et efficacement avant que la patience de Luc ne s'épuise. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été de contacter l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de Paris. Je n'ai pas choisi un avocat spécialisé en divorce. J'ai engagé une star du barreau spécialisée en droit des affaires et en droit pénal. Je lui ai raconté toute l'histoire. J'ai posé devant lui les preuves, le rapport médical, l'enregistrement vocal et les documents concernant la caisse noire du groupe Legrand. L'avocat a tout examiné attentivement,
puis m'a regardé avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. Madame, avec ces preuves, nous pouvons non seulement les poursuivre pour coups et blessures graves et violences domestiques, mais aussi déclencher une enquête d'envergure nationale sur les machinations financières du groupe Legrand. C'est exactement ce que je veux, ai-je dit fermement. Je ne veux pas d'un divorce bruyant et boueux pour le partage des biens. Je veux leur porter un coup total, dévastateur, sur leur honneur, sur leur liberté et sur les fondements économiques de leur empire. Ensemble, nous avons élaboré une stratégie détaillée. Première étape. Mon avocat a envoyé une lettre de mise en demeure officielle à Jean-Luc et Antoine, les convoquant à une réunion de négociation concernant l'agression. C'était une démarche juridique qui montrait à la fois une intention de règlement à l'amiable et exerçait sur eux une énorme pression psychologique pour voir comment ils réagiraient. Deuxième étape. En parallèle, nous avons discrètement et secrètement déposé une plainte pénale auprès de la police, enjoignant les dossiers sur les pots de vin et les transactions illégales. Nous n'avons pas encore rendu cela public. Nous avons laissé le temps aux autorités de commencer leur enquête. Pendant que nous attendions, je ne suis pas restée inactive. Je savais que le groupe Legrand était comme une pieuvre géante et que la caisse noire n'était qu'un de ses tentacules. Je devais trouver d'autres points faibles. Je me suis souvenu des réunions de direction, des déjeuners avec Jean-Luc et les partenaires. Je me suis remémoré les relations d'affaires obscures, ces sous-traitants que Jean-Luc gardait toujours secrets. J'ai dressé une liste. Utilisant mes compétences professionnelles, j'ai épluché le registre du commerce, les bases de données économiques et les canaux d'information officieux les plus profonds. Et un schéma très intéressant s'est dessiné. La plupart des partenaires les plus importants du groupe Legrand étaient impliqués dans des scandales de malfaçon, de retard de projet et de graves manquements à la sécurité au travail. Jean-Luc ne payait manifestement pas seulement pour remporter des marchés, mais aussi pour dissimuler ses propres erreurs flagrantes et celles de ses partenaires. C'était un réseau d'intérêts sels et densément tissé. Si je parvenais à faire sauter un seul maillon, tout le réseau pourrait s'effondrer. Pendant 2 jours, je ne suis pas sortie de ma chambre. Je n'ai fait que classer les preuves. J'ai appelé quelques anciens camarades d'université qui travaillaient comme auditeurs ou dans le secteur de la construction et j'ai recueilli des informations supplémentaires auprès d'eux. Je n'ai presque pas dormi. Ma chambre d'hôtel s'est transformée en un véritable centre opérationnel. Café, boissons énergisantes et des montagnes de documents partout. La douleur dans ma côte me rongeait encore, mais cela ne m'importait plus. Chaque heure de travail me rapprochait du jour où les Jean-Luc paieraient enfin pour tout. 2 jours après que mon avocat a envoyé la mise en demeure, la réponse est arrivée. Ce n'étaient pas des excuses, ni une offre de règlement à l'amiable. C'est Antoine qui m'a appelé. Sa voix au téléphone ne contenait aucune trace de sa lâcheté et de sa douceur habituelle. Il était furieux et menaçant. « Catherine, pour qui te prends-tu? Tu crois que tu peux nous faire peur avec ta lettre d'avocat minable? Je te le dis, si tu fais un pas de plus, ne sois pas surprise si ça se termine très mal pour toi. » J'ai ri. « Une fin très moche, Antoine? Plus moche que ce que vous m'avez déjà fait? Essaye pour voir. » Je savais qu'un animal acculé est le plus dangereux. Mais leur sauvagerie signifiait pour moi que mon plan fonctionnait. Derrière la fureur d'Antoine, il n'y avait pas de véritable force, mais de la terreur. Ils avaient peur que la vérité éclate. Ils avaient peur que leur empire, bâti sur des mensonges et de la saleté, ne s'effondre. Cette peur était leur point le plus vulnérable. Je n'ai pas discuté avec lui au téléphone. J'ai simplement dit doucement « Vous réglerez tout avec mon avocat ». Puis j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Je ne voulais pas gaspiller mon énergie en cris inutiles. Le moment était venu de passer à l'étape suivante. La plus dure. Un coup direct et sans pitié au cœur financier du groupe Legrand. C'était un lundi matin. Le moment de la semaine où les flux financiers sont les plus intenses. Les virements partent, les fournisseurs sont payés, de l'argent frais afflue des projets. La machine Legrand aurait dû démarrer comme d'habitude. Mais il ne savait pas que la clé qui faisait tourner cette machine était entre mes mains, dans une chambre d'hôtel à quelques kilomètres d'eux. En tant que directrice financière, j'avais le plus haut niveau d'accès illimité à tous les comptes bancaires de l'entreprise du groupe. J'avais la seule signature numérique nécessaire pour approuver les transactions de plusieurs millions d'euros. Au cours des 3 dernières années, j'avais fait mon travail silencieusement et professionnellement. Ma fiabilité m'avait valu le respect total des plus grandes banques partenaires. Elles faisaient confiance à mes décisions et à ma transparence. Et aujourd'hui, j'allais utiliser précisément cette confiance contre eux. Je me suis connectée au portail bancaire. Les soldes sont apparus à l'écran. 1 milliard d'euros de liquidités immédiatement mobilisables. C'était le sang de l'entreprise. Sans cela, les chantiers s'arrêteraient,
Les fournisseurs ne seraient pas payés, et la réputation de l'entreprise s'effondrerait en quelques jours. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas agi à l'aveuglette. J'ai écrit un scénario parfait et juridiquement inattaquable. J'ai préparé un email urgent que j'ai envoyé à tous les chefs de département, directeurs de projet et aux partenaires bancaires les plus importants de l'entreprise. L'objet, en majuscule, notification urgente. Suspension de toutes les transactions financières pour cause d'audit interne extraordinaire. J'ai rédigé le corps de l'email dans un style professionnel, froid et déterminé. J'ai invoqué le règlement intérieur de l'entreprise qui autorise la directrice financière à suspendre les paiements en cas de suspicion de malversation financière grave. Je les ai informés qu'une analyse préliminaire avait révélé des transactions suspectes, mettant gravement en péril le patrimoine de l'entreprise et les actionnaires. Par conséquent, dans l'intérêt de la protection de l'entreprise, j'ordonnais avec effet immédiat un audit interne extraordinaire. Pendant cette période, tous les virements sortants, paiements et transactions bancaires resteraient gelés jusqu'à la conclusion de l'audit. C'était un coup de maître. Si Jean-Luc ou Antoine tentaient de passer outre, ils devraient expliquer aux banques pourquoi ils craignaient un audit interne. S'ils restaient silencieux, ils admettraient que l'entreprise avait bien des secrets obscurs. De toute façon, je les avais acculés. Après avoir envoyé l'email, j'ai agi immédiatement. Dans le système bancaire, je n'ai viré l'argent nulle part. J'ai simplement changé tous les mots de passe d'accès. J'ai révoqué les droits de signature secondaires, y compris celui d'Antoine, et j'ai arrêté les virements automatiques. Puis, j'ai appelé le directeur général de la succursale de notre plus grande banque partenaire. « Bonjour. Catherine, directrice financière du groupe Legrand, ai-je dit d'une voix ferme. Je viens de vous envoyer un email urgent. À partir de cet instant, je demande à la banque de geler toutes les transactions provenant de tous les comptes de l'entreprise. N'autoriser un virement que s'il est accompagné de ma signature personnelle et fraîche sur papier. C'est une mesure de sécurité nécessaire pour protéger les actifs de notre entreprise. J'assume l'entière responsabilité juridique de cette décision. Le directeur de la banque, avec qui j'entretenais d'excellentes relations depuis des années, n'a pas hésité un instant. Compris, madame. Nous prenons les mesures immédiatement. J'ai fermé l'ordinateur portable. Toute l'opération avait duré moins de 30 minutes, mais je savais que cette demi-heure avait suffi à couper l'artère vitale d'un empire. 1 milliard d'euros et les centaines de millions à venir étaient gelés. J'avais enfermé la pieuvre Legrand dans une cage de verre. Je me suis assise et j'ai attendu. La tempête n'éclate pas immédiatement. D'abord, ce sont les vagues qui arrivent. Un appel du chef comptable, qui ne comprend pas pourquoi les salaires des ouvriers n'ont pas été virés. Un email du directeur de projet, qui ne peut pas payer les fournisseurs de matériaux. Puis ces vagues se transforment en un tsunami gigantesque, qui va s'abattre directement sur le bureau présidentiel de Jean-Luc. Comme je le soupçonnais, en moins d'une heure, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord, le chef comptable a appelé, désespéré. « Catherine, que se passe-t-il? Je ne peux lancer aucun virement. » J'ai répondu calmement. « Fais tout comme indiqué dans l'email. Prépare tous les dossiers et attends de nouvelles instructions. » Ensuite, les chefs de département ont appelé les uns après les autres. Je leur ai dit la même chose à tous. Et puis, le nom que j'attendais le plus est apparu sur l'écran. Antoine. Je l'ai laissé sonner un moment, puis j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu fous, putain ?» a-t-il hurlé à l'autre bout du fil. La terreur et la rage se mêlaient dans sa voix. « Pourquoi tous nos comptes sont-ils bloqués? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas adopté son ton furieux. D'une voix de glace, j'ai répondu. « Lis l'email, Antoine. Je fais exactement ce qui est le devoir de la directrice financière. Ton devoir? Tu es en train de ruiner l'entreprise? Sais-tu combien de pénalités nous allons devoir payer si nous ne payons pas les sous-traitants aujourd'hui? Alors je te suggère de commencer à travailler sur une très bonne explication pour les auditeurs internes extraordinaires concernant les transactions suspectes que j'ai trouvées, et je dis froidement, si vous pouvez les expliquer, je débloquerai les comptes. Quelles transactions suspectes? Qu'est-ce que tu racontes? A-t-il tout nié avec véhémence. J'ai ri. Par exemple, les honoraires de conseil de 500 000 € pour Conseil Alpine Sarl, une société qui n'existe même pas en réalité. Tu veux que je t'envoie les détails? Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. On n'entendait que la respiration haletante de mon mari. Il savait que je ne parlais pas en l'air. Il savait que le couteau était sur leur gorge. L'appel a été coupé, mais je savais que ce n'était que le début. Le vrai maître de la maison, Jean-Luc, n'allait pas laisser passer ça sans rien dire. J'attendais la confrontation directe avec lui. Mais cette fois, il n'y aurait pas de coup de pied.
Ce combat se déroulerait sur un champ de bataille où chaque chiffre était une balle réelle. Au siège du groupe Legrand, la panique s'est propagée comme une traînée de poudre. Le même matin, toute l'activité financière de l'entreprise a été paralysée. Les fournisseurs de béton ont commencé à appeler les chefs de projet parce que les factures à échéance n'étaient pas réglées. Les salaires de milliers d'ouvriers sur les chantiers étaient menacés. Les banques partenaires appelaient continuellement la direction pour clarifier ce qu'était cette audit interne extraordinaire. Les rumeurs se sont déchaînées. Legrand était en crise de liquidité, la direction s'entre-déchirait. Les actions du groupe, bien que non encore cotées en bourse, mais négociées sur le marché secondaire, ont commencé à chuter de façon spectaculaire. Depuis ma chambre d'hôtel, j'observais tout cela à travers mes différents canaux d'information. Je me sentais comme un joueur d'échecs qui a fait son coup le plus cruel et qui regarde maintenant calmement son adversaire se débattre dans son propre piège. Vers 15 heures, une Mercedes de luxe aux vitres teintées s'est garée devant l'hôtel. Jean-Luc en est sorti. Il n'était pas seul. 2 armoires à glace, des gardes du corps à l'air menaçant, le suivaient. Les réceptionnistes ont probablement eu peur d'eux. Ils ne les ont pas arrêtés. Jean-Luc est monté directement à ma chambre. Il a frappé la porte de coups énormes, retentissants, menaçants. J'ai regardé par le Judas. Le visage de Jean-Luc était rouge de colère. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai activé l'enregistrement vidéo sur mon autre téléphone. Je l'ai placé dans un coin d'où l'on pouvait clairement voir l'entrée. Puis, j'ai lentement ouvert la porte, juste assez pour que nous puissions parler. « Beau-père, que me vaut cette visite ?» ai-je demandé du ton le plus poli possible. Jean-Luc n'a pas tourné autour du pot. Sifflant, se faufilant presque à travers l'entrebâillement, il m'a hurlé dessus. « Ouvre cette porte. Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Tu veux mettre tout le groupe en faillite, espèce d'idiote ?» Je tenais fermement la poignée. « Beau-père, je ne fais que mon devoir. Il y a une suspicion de fraude dans l'entreprise. Je devais ordonner un audit interne. C'est ce que la loi exige. » « La loi ?» Il a éclaté d'un rire dédaigneux, un rire incroyablement arrogant et méprisant. « Dans cette famille, dans cette entreprise, ma parole est la loi. Tu as compris? Je te donne 10 minutes pour débloquer tous ces putains de comptes. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même, car je n'aurai aucune pitié. Et que ferez-vous » ai-je demandé d'un ton innocent. « Me briser une autre côte? Ou lancer vos gorilles sur moi, comme vous le faites avec les sous-traitants qui ne sont pas d'accord avec vous ?» Mes mots ont percé son ego comme un pic à glace. Son visage est devenu violet. Il ne s'attendait pas à ce que je lui jette cette affaire au visage avec une telle effronterie. « Comment oses-tu me dire ça » a-t-il grincé, puis il s'est retourné et a fait un signe aux 2 gorilles. « Défoncez la porte !» Les 2 hommes se sont avancés vers moi, mais avant qu'ils ne puissent toucher la porte, j'ai crié, assez fort pour que tout le monde entende. Cette porte est la propriété de l'hôtel. Les caméras de sécurité du couloir enregistrent tout. Si vous l'endommagez, je vous dénoncerai pour dégradation. Et si vous osez me toucher, ce sera une tentative de coups et blessures graves en réunion. Votre patron, quant à lui, fera face à une autre accusation pénale, en plus de la violence domestique pour laquelle mon avocat dépose plainte en ce moment même. Les 2 gorilles se sont figés sur place. Ils se sont regardés, puis ont regardé Jean-Luc, attendant l'ordre. Jean-Luc était également pétrifié. Il n'arrivait pas à croire que je lui balançais les articles pertinents du code pénal au visage avec autant de sang-froid et de précision. Son agression s'était brisée. Il a dû réaliser que ce n'était pas sa villa de Neuilly, où il pouvait faire ce qu'il voulait en toute impunité. Ici, il y avait des lois, des caméras et des preuves. Voyant que l'intimidation physique ne fonctionnait pas, il a changé de tactique. Il a reculé d'un pas. Sa voix a baissé d'un ton, mais la menace n'avait pas disparu. « Catherine, ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. N'oublie pas que tu es toujours notre belle-fille. Ce que tu fais, c'est scier la branche sur laquelle tu es assise, ton propre avenir, tes propres moyens de subsistance. » J'ai souri amèrement. Mon avenir, c'est moi seul qui le dirige maintenant, et je n'ai aucune intention de suivre un chemin pavé de votre argent sale et corrompu. La confrontation s'est terminée par une impasse. Jean-Luc était impuissant. Il se tenait là, me fixant avec des yeux étincelants, puis il est parti en trombe. Avant d'entrer dans l'ascenseur, il s'est retourné et m'a pointé du doigt. « Tu verras, il y aura un jour où tu ramperas à genoux pour me supplier de te pardonner. » J'ai fermé la porte, j'ai appuyé mon dos contre le bois froid et j'ai expiré profondément. Mon cœur battait encore la chamade. Tenir tête à un psychopathe comme mon beau-père n'était pas simple. Mais je l'avais fait.
Je lui avais montré que je n'étais plus le petit oiseau qu'il pouvait écraser à sa guise. Je savais qu'il n'abandonnerait pas. Il chercherait une autre voie pour attaquer. Et je savais aussi laquelle. Si la violence ne fonctionnait pas, il sortirait son arme la plus répugnante, l'argent et l'influence. Cette nuit-là, mon avocat m'a appelé. Sa voix était inhabituellement sérieuse. « Madame, il y a du nouveau. Votre mari Antoine a déposé une demande de divorce unilatéral. La requête indique que vous l'avez trompé et que vous avez délibérément nui au patrimoine de l'entreprise. De plus, que vous êtes mentalement instable et inapte à participer au partage des biens. Je n'ai pas été surprise. C'était une manœuvre typique de leur part. Faire du noir avec du blanc, transformer la victime en coupable. Quelles preuves ont-ils ? Ai-je demandé. Quelques photos prises à votre insu, où vous déjeunez avec un partenaire commercial masculin, photographiées sous un angle qui peut sembler compromettant. Et une prétendue expertise d'un psychiatre selon laquelle vous souffrez de délire paranoïaque, a dit l'avocat, avant d'ajouter. Il est probable que le psychiatre soit un vieil ami de M. Jean-Luc. Les photos ont été prises par des détectives privés ou dans des situations mises en scène. J'ai ri. Ce scénario est si cliché et pathétique que ça en devient presque douloureux. Je sais, mais ces preuves sont très faibles. On peut les démolir en 1 minute au tribunal. Exactement. Leur but n'est même pas de gagner un procès avec ça, a expliqué mon avocat. Leur but est l'assassinat de votre réputation, de salir votre nom dans l'opinion publique, de créer un autre récit et de gagner du temps. J'ai compris. Pendant qu'ils traînaient en longueur les procédures judiciaires, ils auraient le temps de mettre leur fortune à l'abri et de faire disparaître les traces dans la comptabilité. Mais ils ne savaient pas que j'avais encore une longueur d'avance. Juste après avoir bloqué les comptes de l'entreprise, je m'attendais à ce qu'Antoine essaie d'accéder à d'autres comptes cachés. C'est pourquoi, bien plus tôt, pour ma propre protection, j'avais installé un logiciel espion caché sur l'ordinateur portable d'Antoine. Et la nuit précédente, en examinant les sauvegardes, j'avais découvert quelque chose de stupéfiant. Antoine n'avait pas seulement sa propre petite caisse noire privée. Il avait tout un réseau de comptes au nom de prête-noms, où il versait la part des pots de vin qu'il récupérait des sous-traitants. Et de ces comptes, l'argent n'allait pas seulement dans sa poche, mais aussi sur le compte d'une autre femme, une jeune et jolie mannequin parisienne. Il y avait les échanges de messages mielleux, les reçus de sacs de créateurs et de bijoux, et même un contrat de location pour un appartement de luxe dans le 5e arrondissement, que Gabor payait. Il me trompait et entretenait sa maîtresse avec de l'argent sale, volé à l'entreprise. Ce n'était pas seulement une gifle pour moi, en tant qu'épouse. C'était une preuve irréfutable de sa corruption et de sa déchéance morale. J'ai souri dans la pièce sombre. Monsieur Jean-Luc veut jouer salement. Très bien. Je vais lui montrer ce qu'est le vrai jeu sale. Les documents du divorce d'Antoine et les mensonges calomnieux à mon sujet ont été livrés par un coursier au cabinet de mon avocat le lendemain matin. C'était une déclaration de guerre ouverte. Ils avaient décidé de laisser tomber toutes les apparences et de me traîner dans la boue, en espérant s'en sortir indemne. Mon avocat a appelé, d'une voix calme et mesurée. « Catherine, ils ont fait ce que nous attendions. Nous avons 2 options. La première est de nous défendre au tribunal contre ces accusations infondées. La seconde est de contre-attaquer immédiatement avec les preuves que nous avons en main. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Nous contre-attaquons, ai-je dit. Mais pas tout de suite. Laissons-les se prélasser encore un peu dans leur arrogance. Je veux qu'ils croient qu'ils m'ont acculé et que je peine à supporter la pression. Et quand ils s'y attendront le moins, je porterai le coup de grâce. Pendant ce temps, au groupe Legrand, le chaos ne faisait que s'intensifier. Le gel financier a eu des conséquences bien plus graves qu'ils ne le pensaient. L'un de leurs plus gros investissements, la construction d'un centre commercial, s'est complètement arrêté dans sa phase finale. La banque finançant le projet, ils exigeaient que le groupe Legrand prouve de manière transparente sa solvabilité et son intégrité avant de leur donner un seul centime de plus. C'était un coût énorme pour Jean-Luc. Il avait toujours été habitué à tout régler avec de l'argent et des relations, mais maintenant, il se heurtait à un mur de béton qu'il ne pouvait pas percer. La famille a eu recours à des moyens de plus en plus désespérés pour me briser. Elisabeth a appelé ma propre mère à la campagne et, versant des larmes de crocodile, s'est plainte que je détruisais la carrière de son fils et toute la famille. Elle a menti en disant que j'étais victime d'un lavage de cerveau par des personnes extérieures, que je souffrais de dépression et que c'est pour ça que je faisais des choses aussi folles. Mais ma merveilleuse mère, après avoir subi cette humiliation à l'anniversaire, n'est plus tombée dans le panneau de ces mensonges mielleux. Elle lui a simplement répondu « Vos affaires sont vos affaires. Réglez-les entre vous. Mais je connais très bien ma fille. Catherine ne ferait jamais une chose pareille sans de très bonnes raisons. Jean-Luc,
de son côté, a fait jouer ses relations. Quelques personnes influentes qu'il avait soudoyées m'ont appelé. Ils ne m'ont pas menacé ouvertement, mais ont fait des avertissements voilés et bienveillants, me disant qu'il vaudrait mieux que je sache où était ma place, que je regarde vers l'avenir, et que je ne ruine pas un si grand empire pour une petite querelle de famille. J'ai écouté poliment chacun d'eux, je les ai remerciés pour leur appel, et je ne leur ai absolument rien promis. Je savais parfaitement que ces gens n'étaient que de simples pions sur l'échiquier de Jean-Luc, et que dès que le navire Le Grand commencerait à couler, ils seraient les premiers à sauter par-dessus bord. Antoine me bombardait de messages sans arrêt. Parfois, il évoquait avec des mots doux les bons vieux souvenirs. D'autres fois, il pleurait et me suppliait de lui pardonner. « Catherine, je sais que j'ai fait une énorme erreur. J'ai été lâche, je ne t'ai pas protégée. Mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Oublions tout. Recommençons. Je te le jure. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » En lisant ces messages, je ne pouvais qu'esquisser un sourire amer. Recommencer? Après que son père m'a presque battu à mort et qu'il m'a dit « Tu ne vas pas en mourir ?» Il pensait que j'étais une petite fille naïve qu'on pouvait acheter avec une tablette de chocolat. Je n'ai répondu à aucun de ses messages. Je savais que le silence détruisait son âme encore plus que les pires malédictions. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient à rien, ils sont devenus de plus en plus violents. Un soir, alors que je travaillais dans ma chambre d'hôtel, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Antoine et Elisabeth dehors. Je n'ai pas ouvert. Elisabeth a commencé à marteler la porte et à hurler dans le couloir. « Catherine, ouvre cette porte, espèce de vipère, tu veux tuer toute ma famille. » Ces cris ont rapidement attiré l'attention des clients des chambres voisines. J'ai calmement pris le téléphone et j'ai appelé la réception. « Bonsoir, je suis dans la chambre 702. 2 personnes non identifiées sont en train de faire du tapage devant ma porte. S'il vous plaît, envoyez la sécurité. » Moins de 2 minutes plus tard, 2 agents de sécurité costauds sont apparus et ont sommé Elisabeth et Antoine de partir. Elisabeth ne voulait pas s'en aller, elle s'est jetée théâtralement par terre et a fait une crise d'hystérie. Antoine a dû utiliser toutes ses forces pour la traîner loin de là. Bien sûr, le système de caméras de l'hôtel a également enregistré tout ce cirque pitoyable. Je voyais qu'ils perdaient de plus en plus leur sang-froid, et c'était le moment que j'attendais. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps de rencontrer mon frère. Je lui ai donné rendez-vous dans un petit café discret de Paris. Luc est arrivé à l'heure. Il était un peu plus maigre que la dernière fois, ses yeux semblaient fatigués, mais son regard était toujours aussi perçant et vif. Il portait une simple chemise blanche. Il n'avait pas du tout l'air du parrain redouté que les Jean-Luc s'imaginaient. Il s'est assis et a commandé un café noir sans sucre. Il ne m'a pas demandé comment allaient mes blessures, ni quels étaient mes plans. Il m'a juste regardé dans les yeux. Et dans ce regard, il y avait toute son inquiétude et toute sa fierté. « Tu es prête ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. « Prête. »« Bien, » a-t-il dit. « Dis-moi ce que je dois faire. » J'ai sorti une clé USB de ma poche. Cette clé ne contenait pas les données financières que j'avais préparées pour la police. Sur celle-ci, il y avait une liste. La liste des partenaires commerciaux les plus importants et les plus véreux de Jean-Luc. Les gens qui faisaient tourner ce réseau sans scrupules. Il y avait des preuves préliminaires de leur propre magouille. C'était le point où tout le château de cartes était le plus faible. Ils ne travaillent avec le groupe Legrand que pour leurs propres intérêts. Et j'expliquai à Luc. Mais si ces intérêts sont soudainement menacés, ils seront les premiers à se retourner contre Jean-Luc. J'ai regardé mon frère. Pas besoin de violence. Je te demande juste d'envoyer tes hommes leur rendre une petite visite. Luc a pris la clé USB et a souri. Un sourire qui aurait glacé le sang de la plupart des gens. Les visites, ça me connaît, a-t-il dit doucement. Ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que ces conversations amicales soient suffisamment intimes et mémorables. Je savais ce que signifiait une visite pour mon frère. Il n'allait pas proférer de vaines menaces, mais il allait poser sur leur table des faits et des preuves irréfutables de leurs propres crimes, ce qui les ramènerait immédiatement à la raison. Luc leur montrerait que s'ils restaient sur le navire en perdition de Jean-Luc, ce navire les entraînerait avec lui en enfer. L'effet domino a commencé. Les visites des hommes de Luc se sont déroulées plus rapidement et plus silencieusement que je ne l'espérais. Il n'y a pas eu de passage à tabac, pas de sang, juste des conversations calmes et privées. 1 ou 2 enveloppes ont changé de main, quelques phrases murmurées ont été prononcées, et la position de tout un échiquier a changé. Le premier invité fut Étienne, le directeur du fournisseur de béton du groupe Legrand, un vieil associé de Jean-Luc. Les hommes de Luc ne sont pas allés à son bureau. Ils l'ont approché un samedi matin sur le terrain de golf, alors qu'il jouait avec ses amis. Un homme en élégante tenue de golf
s'est approché de lui et lui a amicalement tapoté l'épaule. « Bonjour, cher Étienne. Luc m'envoie. Il y a une petite chose qu'il aimerait vous montrer. » L'homme lui a tendu une tablette. Sur l'écran, des photos d'une clarté cristalline montraient les ouvriers de l'entreprise d'Étienne en train de voler du ciment du mélange et de couler des matériaux de mauvaise qualité dans les fondations d'un chantier dirigé par Legrand. À côté, il y avait les rapports du laboratoire de contrôle qualité indépendant, prouvant sans équivoque que le béton ne respectait pas les normes. L'homme a souri poliment. « Mon patron, Luc, dit que si cela parvenait à la direction du projet et à la presse, ça ferait sûrement beaucoup de bruit. Mais il ne vous veut pas de mal. Il demande juste une chose. Êtes-vous sûr de vouloir sombrer avec le navire en perdition du groupe Legrand ?» Étienne est devenu blême. Il savait que les preuves étaient réelles, et il savait aussi parfaitement qui était ce Luc avec qui il ne fallait pas jouer. La conversation a duré à peine 5 minutes, mais ces 5 minutes ont suffi à Étienne pour prendre la décision la plus rapide de sa vie. Le même après-midi, il a appelé Jean-Luc et a exigé le paiement immédiat de toutes les dettes impayées. Il a menacé, s'il ne recevait pas son argent, d'arrêter immédiatement la livraison de béton sur tous les projets. Les mêmes visites discrètes ont eu lieu avec les autres partenaires. Un entrepreneur qui employait au noir est soudainement devenu très coopératif. L'entreprise de transport qui gonflait les coûts de manière irréaliste a également jeté l'éponge. Un politicien local a aussi reçu un petit rappel concernant un certain terrain qu'il avait reçu en cadeau après l'approbation d'un projet. Chaque homme avait un point faible, et les hommes de Luc les ont tous touchés avec une précision chirurgicale. Les dominos sont tombés les uns après les autres. Les partenaires et sous-traitants ont massivement tourné le dos au groupe Legrand. Ils réclamaient des dettes, résiliaient des contrats, quittaient les chantiers. Le navire Legrand, déjà paralysé par les comptes gelés, faisait maintenant face à une tempête extérieure. Les chantiers se sont définitivement arrêtés. Les ouvriers non payés ont commencé à manifester devant les grilles. La presse a aussi flairé l'odeur du sang. Les articles se sont succédés en première page. Crise au groupe Legrand. Scandales internes et projets en faillite. Dans la villa de Neuilly, l'ambiance était pire qu'à un enterrement. Jean-Luc tournait en rond comme un tigre en cage, saccageant les meubles, brisant des objets et hurlant de manière inarticulée. Élisabeth ne faisait que pleurer et appeler ses amis riches au téléphone, se plaignant de son sort, mais à l'autre bout du fil, elle ne recevait plus que des refus polis et froids. Personne ne voulait être associé à un navire en perdition et à une famille déchue. Antoine, quant à lui, s'est complètement effondré. Il n'osait même plus sortir dans la rue. Il redoutait les regards accusateurs des employés, il avait peur de la presse, il avait peur de tout. Il s'est enfermé dans sa chambre, buvait sans arrêt et m'appelait. Sa voix avait perdu toute menace, il ne faisait plus que supplier en geignant. « Catherine, j'ai fait une erreur. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne à la famille. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu veux le divorce? Je signerai. Tu veux la fortune? Je t'en donnerai la moitié. Fais juste machine arrière, s'il te plaît. Annule tout ça. » J'écoutais ses gémissements au téléphone, mais je ne ressentais aucune pitié pour lui. D'une voix glaciale, j'ai simplement répondu. « Il est trop tard, Antoine. Au moment où tu as regardé ton père me frapper en silence et où, au lieu de me soutenir, tu m'as blâmé, tout était fini. C'est le prix que vous devez payer pour votre cruauté et votre arrogance. » Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me faire fléchir, ils ont sorti leur dernière ruse, la plus vile, la plus sale. Ils ont commencé à répandre des rumeurs sur moi sur les réseaux sociaux. Ils ont menti en disant que j'étais une femme calculatrice et bon marché, qui trompait son mari depuis longtemps et qui, avec son amant, voulait maintenant dépouiller sa famille innocente. Ils ont déployé une armée de trolls payés. Des centaines de faux profils ont commenté et partagé les mensonges. Ils ont publié des photos volées, découpées de manière à me faire paraître le plus compromettante possible. Pendant un instant, j'ai vraiment été ébranlée. Je n'aurais jamais cru qu'ils étaient capables de tomber aussi bas. Les milliers de commentaires haineux et malveillants ont eu l'effet de minuscules coups de poignard invisibles. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Mais je suis humaine. Personne n'est immunisé contre l'humeur d'une foule en furie. Mais ensuite, je me suis souvenue de mes parents, de mon frère, et de la douleur lancinante et cicatrisante dans mes côtes. Je me suis dit que si j'abandonnais maintenant, si je me laissais briser, alors tous mes sacrifices et combats précédents auraient été vains. Il ne pouvait pas gagner ce match. J'ai donc appelé mon avocat. Le moment est venu. Préparez tout pour la réunion extraordinaire du conseil d'administration, ai-je dit. Et envoyé une convocation officielle à la jeune maîtresse mannequin d'Antoine en tant que témoin clé du détournement de fonds de l'entreprise.
Je savais que ce serait le coup de grâce. J'allais tout étaler en public. Non seulement les crimes économiques, mais aussi toute leur hypocrisie, leur dégoûtante pourriture morale. Là, devant tout le monde, sur la scène. Et dans cette pièce, j'étais la seule metteur en scène. La vie est parfois incroyablement ironique. Ceux qui prêchent le plus fort la morale et l'honneur familial sont souvent ceux qui piétinent le plus cruellement la dignité humaine des autres. Ils construisent un château étincelant et somptueux avec les briques du mensonge et pensent que si les murs sont assez hauts, personne ne verra la pourriture à l'intérieur. Mais ils oublient que les murs les plus hauts ne peuvent retenir la vérité, surtout quand quelqu'un la fait s'effondrer de l'intérieur. La réunion extraordinaire du conseil d'administration a été convoquée pour le week-end. Pas dans la salle de réunion du siège du groupe Legrand, mais dans l'immense salle de conférence d'un hôtel 5 étoiles parisien. J'avais délibérément choisi un terrain neutre pour que personne ne se sente sur son propre terrain. Parmi les participants, il y avait tous les actionnaires, les plus hauts délégués des banques, et bien sûr, les équipes d'avocats des deux camps. Et bien sûr, il y avait aussi Jean-Luc, Elisabeth et Antoine, en tant que principaux actionnaires. Je suis arrivé bien plus tôt avec mes propres avocats. Je portais un tailleur pantalon bleu marine impeccablement coupé. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon strict et élégant. Je voulais projeter le professionnalisme et la force. Je n'étais plus la belle fille silencieuse et conciliante de la campagne. J'étais Catherine, la directrice financière à l'esprit aussi vif qu'un rasoir, qui s'apprêtait à démasquer un réseau de corruption milliardaire. Les Jean-Luc sont arrivés en dernier. Jean-Luc essayait de sauver les apparences. Son visage était rigide, mais la rage brûlant dans son regard et ses poings serrés convulsivement trahissaient sa panique. Elisabeth tentait de dissimuler sa fatigue sous un maquillage épais, mais la terreur se lisait déjà dans ses yeux. Antoine, lui, semblait n'être qu'un mort-vivant. Il suivait ses parents avec un regard vide, fixant le sol. Lorsque tout le monde a pris place, mon avocat s'est levé et a ouvert la séance. Mesdames et messieurs, nous avons convoqué cette réunion extraordinaire pour clarifier certains problèmes très graves et critiques concernant les pratiques financières et de gestion du groupe Legrand. Des problèmes qui ont un impact négatif drastique sur la liquidité, la réputation commerciale et le fonctionnement légal de l'entreprise. Jean-Luc l'a immédiatement interrompu, d'un ton condescendant et fort. Il n'y a pas de problèmes graves ici, ce ne sont que des malentendus administratifs internes. Quelqu'un cherche délibérément à discréditer le groupe, mais croyez-moi, messieurs, nous maîtrisons parfaitement la situation. J'ai souri, de ce sourire dont je savais pertinemment qu'il le rendait fou. J'ai fait un signe à mon avocat. Si vous maîtrisez la situation, monsieur le président, alors pourriez-vous expliquer au conseil d'administration et aux représentants des banques créancières à quoi sert cette société fantôme appelée Conseil Alpine Sarl, et pourquoi avez-vous transféré à cette société de papier plusieurs centaines de millions d'euros de prétendus honoraires de conseil au cours des 3 dernières années, a demandé mon avocat d'une voix tranchante. Sur l'immense écran de projection derrière moi, un diagramme complexe de réseaux relationnels et financiers est apparu à cet instant. Des flèches rouges montraient les millions partant des comptes officiels de Legrand vers Conseil Alpine Sarl, d'où l'argent était ensuite transféré en petites tranches vers divers comptes privés, dans les poches de politiciens, de contrôleurs officiels et de parents. Jean-Luc en a eu le souffle coupé. Les membres du conseil d'administration ont commencé à chuchoter. Certains d'entre eux s'en doutaient déjà, mais personne n'avait osé parler à cause de l'influence de Jean-Luc. Maintenant que la bombe avait explosé, leur mécontentement a éclaté comme un volcan. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi mon avocat, et la diapositive suivante est apparue sur l'écran. Ce lot de documents concernait le projet de luxe sur la Côte d'Azur. Coût de matériaux artificiellement surévalués, fausses attestations d'achèvement, retrait de fonds via des sociétés offshore. Le préjudice s'élevait à des centaines de millions. À chaque nouvelle diapositive, les visages de Jean-Luc et Antoine devenaient de plus en plus gris. Mais je n'avais pas encore fini. Je savais que la ruine économique ne suffisait pas. Je devais les pousser moralement dans un abîme d'où il n'y aurait ni excuse ni explication. J'ai de nouveau fait un signe à mon avocat. La porte de la salle de conférence s'est ouverte, et une jeune femme très jolie, vêtue d'une robe hors de prix, est entrée. C'était la maîtresse d'Antoine, la mannequin. Quand Antoine l'a vue, tout le sang a quitté son visage. Il s'est levé de sa chaise d'un bond et s'est écrié en bégayant. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» La jeune femme ne l'a même pas regardé. Elle s'est dirigée droit vers la table principale et a posé un dossier épais sur la table. « Je suis venue pour fournir des preuves, » a-t-elle dit. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Antoine m'a trompée. Il a menti en disant qu'il était déjà divorcé de sa femme. Il me virait régulièrement de l'argent du patrimoine de l'entreprise.
C'est avec ça qu'il payait mon loyer et m'achetait une voiture. Il disait que sa femme était un monstre, une moins que rien. Puis elle m'a regardé, avec un peu de regret dans les yeux. Je suis désolée de l'avoir cru, mais je ne veux pas être complice de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. La jeune femme avait choisi la bonne voie, après que mon avocat l'a contactée et lui a clairement expliqué que si elle continuait à couvrir Antoine, elle serait assise avec lui sur le banc des accusés. Ce coup a définitivement mis Antoine à terre. Il s'est affalé sur sa chaise et a enfoui son visage dans ses mains. Élisabeth était pétrifiée. Elle ne pouvait pas croire que son fils parfait et en or avait volé sa propre famille d'une manière aussi répugnante et trompé sa femme. Et c'est alors que je me suis avancée pour le coup final. J'ai pris le micro. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé. Ma voix n'était plus froide, mais infiniment humaine et pleine de douleur. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est qu'une facette de la médaille. Une autre partie de la vérité se trouve ici. J'ai montré ma côte gauche, dans une fracture osseuse qui n'est pas encore complètement consolidée, et dans ce petit enregistrement vocal. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon téléphone. Le micro a amplifié la voix d'Antoine, qui a rempli toute l'immense salle. Quel hôpital? Pour un petit coup de pied que tu as reçu de mon père? Tu ne vas pas en mourir. Arrête de faire ta comédie. Le temps s'est arrêté dans la salle de conférence. Personne ne chuchotait, il ne restait que ce silence glacial et dévastateur. Les regards se sont tournés vers Jean-Luc et Antoine, mais ces regards ne portaient plus de doute, mais un pur mépris, du dégoût et de l'indignation. Jean-Luc savait que tout était fini, qu'il avait perdu de manière humiliante, totale et définitive. Il n'avait plus rien à dire. Il était juste assis là, les épaules affaissées. Ses cheveux, qui n'étaient que grisonnants jusqu'à présent, semblaient avoir blanchi complètement en une seule nuit. L'empire qu'il avait bâti toute sa vie en écrasant les autres s'effondrait maintenant comme un château de cartes sous ses propres yeux, par la main de cette belle fille de la campagne qu'il méprisait plus que tout au monde. La réunion a sombré dans un chaos total. Les actionnaires et les créanciers ont assailli mes avocats pour exiger plus de détails. Les représentants des banques ont immédiatement annoncé une révision complète et extraordinaire de tous les crédits du groupe Legrand. Jean-Luc, Élisabeth et Antoine ont quitté la salle discrètement, comme des chiens battus, par la porte de derrière, incapables de regarder qui que ce soit dans les yeux. Je ne suis pas restée longtemps. J'avais atteint mon but. J'avais semé les graines du doute, de la suspicion et de la destruction totale au cœur même de leur pouvoir. Le reste serait réglé par la cupidité et la peur des gens qui avaient été leurs alliés jusqu'à présent. Sur le chemin du retour à l'hôtel, mon frère Luc m'a appelé. Toute la tension passée avait disparu de sa voix, comme s'il ressentait un immense soulagement. J'ai vu la retransmission qui a fuité de la réunion. Tu as été géniale, ma petite sœur. Une vraie Amazone. J'ai souri. Je ne suis pas une Amazone, Luc. Juste une épouse acculée. Pas du tout, a-t-il coupé court. Tu es ma sœur. Et ma sœur n'a jamais été une créature ordinaire. Puis, il est devenu plus sérieux. Le dernier petit paquet cadeau est prêt. Je l'envoie maintenant? Je savais de quoi il parlait. De ce dossier qui contenait les affaires les plus graves et les plus illégales du groupe Legrand. De la corruption massive à la destruction de l'environnement. Ce dossier qui garantissait que Jean-Luc finirait derrière les barreaux pour longtemps. Je suis restée silencieuse un instant. J'ai pensé à Antoine, qui avait été mon mari, avec qui je m'étais couchée le soir et réveillée le matin. J'ai pensé à Élisabeth, qui, malgré tous ses défauts, n'était qu'une mère. Devais-je vraiment les pousser dans le précipice? Mais ensuite, la douleur a fulguré dans mon flanc, et je me suis remémoré la honte et l'humiliation figées sur le visage de mes parents. Je savais que le pardon n'était dû qu'à ceux qui étaient capables de repentir. Eux en étaient dépourvus. Envoie-le, Luc, ai-je dit d'une voix ferme. Il est temps que la justice fasse son travail. Les jours suivants, la presse nationale a explosé. Le méga-scandale du groupe Legrand a fait la une de tous les grands portails d'information et journaux. Le président du groupe Legrand a agressé sa belle-fille. Caisse noire de 100 millions d'euros et accusation de corruption contre le géant du BTP. Détournement de fonds et maîtresse de luxe. Les frasques du directeur général adjoint de Legrand. Mon histoire, étayée par des preuves, est devenue en un instant le sujet de conversation le plus brûlant en France. L'opinion publique, que les trolls payés de Jean-Luc et des siens avaient tenté de retourner contre moi, s'est rangée unanimement de mon côté. On me célébrait comme une femme forte et courageuse, on exigeait l'intervention immédiate des autorités. Et les autorités n'ont pas tardé. Grâce aux preuves irréfutables de Luc, les enquêteurs ont débarqué en force au siège parisien du groupe Legrand. Ils ont saisi les serveurs, les documents, scellé les bureaux. Jean-Luc a été placé en détention provisoire.
Les journaux télévisés ont montré en prime time les images de l'homme qui se croyait intouchable, menotté, la tête basse, escorté dans une voiture de police. Elisabeth, en voyant cela à la télévision, s'est évanouie sur place et a dû être transportée à l'hôpital en ambulance. Antoine, lui, a disparu. Pendant un temps, personne ne savait où il était. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait fui à l'étranger. L'Empire le Grand s'est littéralement éteint en quelques semaines. Les partenaires ont fui. Les banques ont résilié les crédits avec effet immédiat. Les projets ont été arrêtés. Les employés ont été licenciés. Le groupe autrefois si fier n'était plus qu'un tas de ruines, une tache de honte. De ma chambre d'hôtel, je regardais les informations. Étrangement, je ne ressentais pas de joie mauvaise, seulement une profonde et triste mélancolie. J'étais triste pour une famille qui, par son propre orgueil et sa cupidité, s'était précipitée vers sa propre destruction. J'étais triste pour un mariage qui avait commencé par l'amour et s'était terminé par la haine. Mon avocat a téléphoné. La demande de divorce avait été acceptée par le tribunal. Comme Antoine avait fui et que j'avais toutes les preuves de son adultère et des violences physiques et psychologiques qu'il m'avait fait subir, il était clair que tout tournerait en ma faveur. Ma part proportionnelle du patrimoine de l'entreprise me serait également accordée. Bien que, par rapport à la valeur passée de Legrand, ce ne soit plus qu'une coquille vide. Alors c'est ça, c'est fini ? Ai-je demandé doucement à mon avocat. Essentiellement, oui, Catherine. Le reste, le tribunal pénal s'en chargera. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il est temps pour vous de vous reposer enfin et de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ces deux mots sonnaient encore si étranges. J'avais gagné. Mais pourquoi ne ressentais-je pas de bonheur ? Être parce que dans cette guerre, il n'y avait pas de vrais gagnants. Tout le monde avait perdu quelque chose. J'avais perdu 3 ans de ma jeunesse, ma confiance, mon amour. Eux avaient tout perdu. J'ai éteint la télévision et j'ai tiré les rideaux. Je voulais être seule dans le noir, pour mettre de l'ordre dans les émotions tumultueuses qui faisaient rage dans mon âme. Je m'étais vengée. J'avais obtenu justice. Mais après tout ça, que me restait-il ? La réponse ne viendrait peu. Être que lorsque la tempête se serait vraiment calmée, et que le ciel serait de nouveau bleu au-dessus de moi. Chaque histoire a sa morale et son chemin sinueux. Ce drame, parfois poussé à l'extrême, nous rappelle que la vérité, aussi profondément qu'on essaie de l'enterrer, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Et que chacune de nos décisions d'aujourd'hui façonne l'image de notre avenir. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les répliques du scandale Legrand ont continué à secouer le monde des affaires. Au cours de leur enquête, les autorités ont découvert des irrégularités de plus en plus graves, y compris un réseau de blanchiment d'argent international très étendu. L'affaire n'était plus seulement un cas de malversation économique, mais l'un des procès mafieux les plus sérieux de ces dernières années en France. Jean-Luc, de simple suspect, est devenu le principal accusé dans une affaire de grande criminalité économique. Elisabeth, après son traitement à l'hôpital, a été confrontée à une réalité impitoyable. La villa de Neuilly a été mise sous séquestre, les voitures de luxe saisies, les comptes bancaires gelés. La femme qui avait vécu pendant des décennies comme une reine a soudain tout perdu et a dû compter sur la pitié de parents éloignés et plus pauvres dans une petite ville de province. On disait qu'elle avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs et son regard était devenu vide et confus. Antoine n'a pas pu se cacher longtemps non plus. Environ 1 semaine après l'éclatement du scandale, il a été arrêté dans une pension bon marché près de la frontière autrichienne, alors qu'il tentait de fuir vers l'Europe de l'Ouest. Les images de l'ancien directeur général adjoint, autrefois si soigné et en costume de luxe, maintenant amaigri, en survêtement bon marché, menotté et emmené par les policiers, ont fait le tour de la presse française. Il a également été accusé de complicité de crimes économiques graves et de détournement de fonds. Parfois, le destin a un sens de l'humour très étrange. Ces gens se tenaient au sommet de la pyramide, ils pensaient que le monde leur appartenait et ils écrasaient les autres par pur plaisir. Maintenant, ils regardaient ce même monde à travers les barreaux d'une prison. Mais leur sort ne m'intéressait plus. J'avais tout confié à la justice et à mon avocat. J'ai quitté l'hôtel et j'ai loué un petit appartement convivial et ensoleillé à Vincennes. Je voulais commencer une nouvelle vie, une vie où il n'y aurait pas de place pour le mensonge et la haine. Mon frère Luc est venu me rendre visite. Il a apporté un bouquet de lis blancs, mes fleurs préférées. Il a regardé le petit appartement, puis moi. La tension d'autrefois avait disparu de ses yeux. Seul un pur amour fraternel s'y reflétait. « Tu vas bien, ma petite sœur » a-t-il demandé en souriant. « Oui » ai-je hoché la tête. « Maintenant je vais vraiment bien. Nous nous sommes assis sur le balcon pour prendre un café.
Nous n'avons pas parlé du groupe Legrand, ni de Jean-Luc et des siens. Au lieu de cela, nous avons parlé de notre enfance, des étés passés, de notre village en Provence, de nos parents. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que mon âme était enfin en paix. Puis, Luc s'est soudain raclé la gorge. « J'ai une proposition à te faire. » Je l'ai regardé. « Laquelle ? » Le groupe Legrand est pratiquement mort. Mais de ses cendres, on peut construire quelque chose de complètement nouveau. Moi et quelques partenaires investisseurs, nous allons racheter ce qui reste de sain dans l'entreprise, les projets encore sauvables, et en faire une société honnête et transparente. Et je veux que tu en sois la directrice générale. J'étais surprise. Moi ? Mais Luc, je ne veux plus avoir aucun lien avec eux, ni avec ce passé. Tu ne serais pas liée au passé, Catherine, a-t-il secoué la tête. Ce serait une toute nouvelle entreprise. Honnête, professionnelle. Tu as l'intelligence et le talent pour ça. N'enterre pas tes connaissances à cause des ombres du passé. Il m'a regardé droit dans les yeux. De plus, c'est la meilleure façon de prouver au monde entier, et à toi-même, que tu n'as jamais été la subordonnée de personne, et que tu es capable d'atteindre le sommet par tes propres moyens. J'ai beaucoup réfléchi à la proposition de mon frère. Finalement, j'ai admis qu'il avait raison. Je ne pouvais pas me cacher du monde. Je devais me relever, non seulement pour moi, mais aussi pour donner l'exemple aux femmes qui se trouvent dans des situations désespérées similaires. Quelques mois plus tard, le tribunal a rendu son verdict. Jean-Luc a été condamné à une longue peine de prison pour l'accumulation de nombreux crimes. Antoine a écopé de 15 ans. Élisabeth, bien qu'elle n'ait pas directement participé aux fraudes, a été condamnée à une peine de prison avec sursis pour complicité et recel, ainsi qu'à la confiscation totale de ses biens. Mon divorce a également été finalisé. Le tribunal m'a accordé une part importante du patrimoine légal, à titre de dommages et intérêts, et de biens matrimoniaux. Mais je n'ai pas gardé un seul euro de cet argent. J'ai fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Avec l'argent, j'ai créé une fondation, la Fondation Espoir. Cette organisation offre une aide juridique et psychologique gratuite, ainsi qu'un hébergement temporaire aux victimes de violences domestiques. Je voulais transformer ma propre douleur en quelque chose d'utile, en forger une arme pour protéger les autres de l'humiliation. La guerre était terminée. Aucune arme à feu n'avait été utilisée. Et pourtant, il y avait eu du sang et des larmes. Elle m'a pris 3 ans. Mais en échange, elle m'a rendu quelque chose de bien plus précieux. Ma liberté et moi-même. J'ai appris que le bonheur ne dépend pas de l'argent ou du statut social, mais de notre capacité à vivre honnêtement, la tête haute. J'étais prête pour ma nouvelle vie. En chacun de nous se cache une force primale, dont nous n'avons peu, être même pas conscience. Cette force ne fait souvent surface que lorsque nous sommes poussés à bout, au bord du gouffre, lorsque nous réalisons que le silence n'est plus une option. Cette histoire en est la preuve la plus pure. Elle nous apprend que, peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, vous avez droit au respect. Et si quelqu'un piétine ce droit, n'ayez jamais peur de vous lever et de vous battre. Car la justice est parfois lente, mais elle finit toujours par arriver. 1 an après la fin des procès, ma vie avait radicalement changé. J'ai accepté l'offre de mon frère Luc. Sur les ruines de l'ancien groupe Legrand, nous avons bâti une nouvelle entreprise, le groupe Garantia. Le nom était une obligation. Nous voulions garantir la qualité, la transparence et l'honnêteté. Quelque chose qui n'avait jamais existé sous le règne de Jean-Luc. Les débuts ont été incroyablement difficiles. Nous avons dû faire face à un endettement colossal, à des employés moralement brisés et à une réputation en ruine. Mais je n'ai pas abandonné. Avec les anciens collègues fiables, nous avons travaillé jour et nuit. Nous avons renégocié les contrats de crédit, nous nous sommes débarrassés de tous les sous-traitants corrompus et peu fiables. J'ai élaboré une nouvelle procédure financière stricte et inattaquable. Lentement mais sûrement, le groupe Garantia a commencé à se redresser. Nous avons regagné la confiance du marché et de quelques anciens clients honnêtes. Nous avons remporté de nouveaux projets que nous avons livrés avec la plus haute qualité. Je n'étais plus seulement la directrice financière qui exécutait les ordres. J'étais devenue le principal moteur et stratège de l'entreprise. Bien que le travail soit abondant, chaque jour, en entrant dans nos magnifiques bureaux modernes, je sentais que ce que je faisais avait un sens. Je n'ai pas laissé le passé m'enterrer. Au lieu de cela, j'en ai fait les fondations d'un nouvel empire. La Fondation Espoir, entre-temps, avait démarré avec succès. Nous avons pu offrir un refuge et une aide juridique à des dizaines de femmes victimes de violences. Chaque fois que je recevais un email de remerciement d'une mère qui pouvait enfin mettre ses enfants en sécurité, je savais que mon combat n'avait pas été vain. Ma douleur était devenue le remède pour 1000 autres personnes. J'ai fait déménager mes parents près de la capitale.
Je leur ai acheté une belle maison avec jardin dans une commune tranquille près de Paris. Mon père pouvait de nouveau jardiner avec bonheur. Ma mère a rejoint la chorale locale. Les voir vivre dans le calme et la paix était le plus beau cadeau pour moi. Les week-ends, je leur rendais souvent visite, j'apportais des gâteaux frais, et nous rions ensemble sous le noyer. Cette petite maison était mon véritable foyer. Parfois, par hasard, une ou deux rumeurs sur la famille de Jean-Luc me parvenaient. Élisabeth, chez ses parents de province, serait tombée dans une profonde dépression et une rupture totale avec la réalité. Antoine, selon les nouvelles, aurait perdu 20 kilos en prison, n'étant plus que l'ombre de lui-même. Il a même essayé de m'envoyer quelques lettres de sa cellule. Les lettres étaient pleines d'apitoiements et d'excuses. Je les ai lues, mais je n'ai jamais répondu. Non pas parce que j'étais encore en colère, mais parce que leur monde avait cessé d'exister pour moi, définitivement et irrévocablement. Le pardon n'est souvent rien d'autre que l'oubli total. Quant à Jean-Luc, il pourrira derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. L'argent et le pouvoir appartiennent désormais au passé. Il ne lui reste que les barreaux froids. Un après-midi d'automne, en rentrant du travail, je suis passée par hasard devant l'ancienne villa de Neuilly. Elle avait de nouveaux propriétaires. Des rires d'enfants filtraient des fenêtres éclairées. La maison qui avait été mon enfer était maintenant le foyer chaleureux de quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil à la villa, un petit sourire mélancolique est apparu sur mon visage, puis j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le passé était définitivement derrière moi. Mon parcours, de jeune fille discrète de la campagne à directrice générale prospère et indépendante à Paris, n'était pas un conte de fées, mais plutôt une lutte sanglante et acharnée qui m'a appris la leçon la plus importante que j'ai jamais reçue. Ne laisse personne, absolument personne, définir ta valeur, qui tu es et ce que tu deviens. Cela ne dépend que de tes décisions et de tes efforts. Et parfois, pour commencer une nouvelle et plus belle vie, il faut avoir la force de détruire complètement l'ancienne. 2 ans après le divorce, par un crépuscule d'automne flamboyant, je me tenais sur la terrasse supérieure de l'immeuble de bureau du groupe Garantia. Tout le panorama de Paris s'étendait à mes pieds, la Seine scintillait sous la lumière du soleil couchant. Les phares des voitures coulaient comme des rivières jaunes et rouges sur les ponts. Le vent jouait doucement dans mes cheveux. J'ai profondément inspiré l'air frais et libre. Mon téléphone a vibré. Mon frère Luc m'écrivait « Tu passes dîner ce soir ? Maman a fait ses pâtes au fromage blanc que tu aimes tant. » J'ai souri et j'ai répondu rapidement. « Je serai là pour 7 heures, Luc. » Le groupe Garantia était en plein essor, mais notre vie ne tournait plus seulement autour de la recherche du profit. Nous avons créé une crèche pour nos employés et soutenu d'innombrables causes caritatives. Nous avons prouvé au marché que le succès commercial n'exigeait pas l'inhumanité et la corruption. On peut le faire avec les mains propres et honnêtement. Ce soir-là, dans le grand et élégant appartement de Luc, la famille était réunie autour de la table. Les visages de mon père et de ma mère étaient détendus. Ils étaient heureux. Luc était toujours ce frère protecteur et sérieux, qui me taquinait un peu, mais qui était toujours là pour moi. La table était remplie de rire et de chaleur. Après le dîner, nous nous sommes assis sur la terrasse pour discuter. Mon père m'a regardée avec fierté. « Tu es devenue une femme très intelligente et forte, ma fille. Tu diriges seule tout un groupe d'entreprises. » J'ai ri. « Sans vous et sans le soutien de Luc, je n'y serais pas arrivée, papa. » Ma mère m'a serré la main. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je veux juste que tu sois enfin vraiment heureuse et que tu trouves quelqu'un qui t'apprécie vraiment. » Je comprenais où elle voulait en venir. Au cours des 2 dernières années, j'avais consacré chaque minute à mon travail et à mon développement personnel. Il n'y avait absolument pas eu d'homme dans ma vie. J'ai regardé le Paris nocturne et illuminé, puis ma famille, et j'ai répondu avec un sourire paisible et pur. « Maman, pour être heureuse, on n'a pas forcément besoin d'un homme. Pour moi, maintenant, le bonheur, c'est d'être libre, d'être avec ceux que j'aime le plus au monde, et de vivre une vie qui a un sens. Et ça, pour l'instant, ça me suffit amplement. » Luc a hoché la tête en silence et m'a tapoté l'épaule. « Vis comme c'est le mieux pour toi, ma sœur. Nous serons toujours derrière toi. » Je suis rentrée dans mon petit appartement de Vincennes. J'ai baissé la vitre de la voiture, laissant l'air frais de la nuit entrer. Je ne me sentais plus du tout seule. J'avais trouvé la paix, le calme indestructible en moi-même. Mon histoire ressemble peu, être beaucoup à celle de 100 000 autres femmes françaises qui se sont trompées, ont aimé, ont souffert et sont tombées. Mais à la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas la gravité de notre chute, mais la force immense. Tout le monde mérite le respect et le bonheur. Et si nous devons payer ce prix en laissant tout derrière nous, alors il faut le payer. Moi, Catherine, j'ai trouvé mon chemin. Un chemin semé d'embûches, mais solide,
que j'ai pavé de mes propres mains et avec mon propre esprit. Et sur ce chemin, je continuerai d'avancer, la tête haute, vers le crépuscule de ma vie. Chers auditeurs, l'histoire de Catherine est une profonde réflexion sur les valeurs personnelles et sur l'endroit où il faut tracer la limite. La tolérance silencieuse n'est parfois pas une vertu, mais le terreau de la tyrannie et de l'égoïsme des autres qui finit par nous consumer lentement. La plus grande leçon est de préserver son indépendance, tant financièrement que mentalement, car c'est notre bouclier le plus sûr contre l'oppression. Cette histoire est aussi un avertissement. N'attendons pas que les blessures soient trop profondes. Ne croyons pas que le compromis infini apporte la paix. La véritable force de Catherine ne résidait pas dans sa capacité à détruire un empire, mais dans son courage à reconstruire sa propre vie sur des bases saines, sans mensonge, là où personne n'a le droit de piétiner la dignité humaine. Je l'avoue, raconter l'histoire de Catherine m'a aussi profondément touchée. Le plus triste n'est peu être pas la chute de l'empire de Jean-Luc, le groupe Le Grand, mais l'absence totale d'humanité dans les relations humaines les plus profondes et les plus intimes. Ils possédaient tout, argent, pouvoir, luxe, mais il leur manquait la chose la plus fondamentale, le respect de l'autre. Nous sommes tous confrontés à des choix chaque jour. Choisissons-nous le silence ou élevons-nous la voix? Hochons-nous la tête ou fixons-nous nos limites? Cette histoire montre parfaitement le poids réel de ces décisions. Finalement, le plus grand trésor que Catherine a retrouvé n'était pas la fortune de l'entreprise milliardaire, mais elle-même, la paix de son âme. Et cela, aucun tyran, aucun agresseur ne pourra plus jamais le lui enlever. L'histoire présentée est entièrement le fruit de l'imagination de l'auteur, une création originale de notre chaîne, qui sert à des fins de divertissement tout en transmettant de profonds messages humains et éducatifs. Les noms, entreprises, lieux et événements sont fictifs. Toute ressemblance avec la réalité ne serait que pure coïncidence. Chaque ligne de notre contenu a été créée par nos soins avec une attention méticuleuse.